L'actu jeux vidéo, séries, comics et mangas, c'est dans l'Antre du Geek, avec Damien et toute son équipe, sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Antre du Geek. Comme tous les mercredis de 19h à 21h, on reprend juste après nos amis de Quoi Neuf Amiens qu'on salue et que... Voilà, oui, je vous écoutais en tant que président de la radio, oui, donc on aura une discussion après, hein, on est d'accord. C'est une petite blague entre nous. Bref, toujours est-il que j'ai avec moi une équipe réduite, notamment avec Baptiste. Baptiste, bonjour. Et bonsoir à tous et à toutes. Et Sabrina, bonjour. Bonjour à tous, ou bonsoir. T'as pas l'air... C'est moi ou je galère là ce début d'émission ? Peut-être. C'est toi. Ouais, c'est moi qui galère. Bref, au sommaire de cette émission, donc on reviendra sur toute l'actu geek de la semaine, notamment les dernières bandes annonces, puisqu'il y en a eu pas mal, Sabrina, dont tu vas nous parler juste après. Tout à fait. On reviendra également sur toute l'actu série, la BD. On reviendra bien évidemment rapidement sur le festival de la BD d'Angoulême qui a encore fait parler de lui ces 2 dernières semaines. Baptiste, ensuite, tu parleras jeux de société, notamment d'un jeu en particulier qui est Sanctuary. Tu peux nous teaser un peu le truc ou pas du tout ? Ah, c'est un jeu encore des scènes, hein. Et puis c'est tout. C'est encore un jeu qui est des scènes. C'est pas possible, ce mec est en train de m'arnaquer à chaque fois. Et en fin d'émission, on recevra Mathieu Chaumont, l'organisateur du Festival TCG d'Abbeville qui aura lieu ce week-end. La rencontre ultime pour tous les fans de cartes. Autant vous dire que ça va taper sévère et que moi perso, j'ai déjà préparé mon petit deck. Et j'espère au moins performer, en tout cas, je l'espère beaucoup. J'ai de grands espoirs dans mon deck Star Wars Unlimited, donc voilà, on en reparlera en tout cas en fin d'émission. En attendant, on est ensemble jusqu'à 21h et c'est parti pour l'Antre du Geek. L'Antre du Geek, sur Happiness. Et on va commencer tout de suite avec une première bande-annonce. On a réussi, Mabel. Après des années de travail, cette technologie révolutionnaire nous donne un accès sans précédent au monde animal. On met ça dans ça. Oui, ça dans ça. Ça dans ça. Pour résumer, vous avez créé un faux animal. C'est ça. Qui fait croire aux autres animaux que vous êtes un animal. C'est ça. C'est dingue. C'est comme dans Avatar. Ça n'a rien à voir avec Avatar. Mabel, sois prudente. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière de la bande-annonce de Toy Story 5, hein, mais avant ça, les studios Pixar vont revenir le 4 mars 2026 avec un film dont vous avez entendu la bande-annonce. Hein, il s'agit de Jumper, un long métrage dans la lignée expérimentale de ce que pouvait être Lucas Élémentaire, qui est réalisé par Daniel Chang, qu'on a vu plutôt sur Cartoon Network. Alors, comme vous l'avez entendu, c'est plutôt, et comme l'a dit Damien, en off, c'est plutôt un avatar pour enfants. On suit l'histoire de Mabel, une jeune femme passionnée par les animaux et la nature, et ses professeurs d'université vont lui permettre, après des expériences scientifiques, de faire sauter son esprit dans un castor robotique. D'où le nom du film Jumper. Et donc elle va pouvoir aller à la rencontre, grâce à cette technologie, des animaux, de découvrir le règne animal. Et le film en fait propose une réflexion sur les activités humaines, l'urbanisation sans fin qui empiète sur la nature et donc la confrontation finalement humains-animaux, humains-nature. Alors c'est une bande-annonce, moi perso, qui m'a beaucoup hypé. Même si, comme on le disait, c'est même dit dans la bande-annonce, hein, c'est Avatar pour les enfants, c'est une repompée d'Avatar totale. Mais ça a l'air très intéressant, ça a l'air très marrant, très drôle. Il y a quand même pire comme repompage, non ? On trouve pas ? Oui. Ils auraient pu repomper un truc vraiment nul et bon, oui, non, bien sûr. Je suis d'accord. Repompe Avatar, ça va. Moi, c'est cool. Les images, en tout cas, elles sont belles de ce qu'ils ont montré dans le teaser ouais, c'est ça. Et de ce qu'on a quand on tape sur juste Google Images. Donc, ça veut dire encore que Pixar va nous faire quelque chose de très bien. Parce que Pixar fait pratiquement que des trucs très bien. Et puis voilà, et puis on est toujours content de regarder un Pixar. Enfin, moi, personnellement, je suis toujours content de regarder un Pixar. C'est vrai que généralement, on est rarement déçu par un Pixar. Oui, c'est vrai qu'il est passé assez inaperçu dans toutes les annonces, un peu, et notamment avec Toy Story qui a pris le devant de la scène. Et c'est vrai que celui-ci qui sort finalement dans quelques mois, hein, le 4 mars,
puisque tu vas me redemander la date de sortie. Non, j'avais compris. C'est le 4 mars. Eh bien, en fait, il est totalement un peu passé sous les radars, alors qu'effectivement, en termes d'image, en termes de scénario, il a l'air extrêmement bien. En tout cas, c'est vrai qu'il donne envie de voir. Puis les thématiques, elles sont forcément d'actualité. Pour les enfants, c'est toujours une réflexion pertinente. Oui, pour adultes aussi. Bah oui, c'est ça. Ça parle écologie, ça parle notamment, comme tu le disais, action de l'humain et empreinte de l'être humain sur la nature. On voit d'ailleurs dans la bande-annonce à un moment Mabel qui va tout simplement empêcher un ours de manger un castor. Oui, parce qu'elle va devenir, en fait, à travers ce castor robotique, elle va devenir, en fait, la leader de la cause animale, en fait. La leaduse, plutôt. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans la bande-annonce, ça ne spoil pas, du coup, puisque c'est la bande-annonce qui est dispo maintenant sur Internet un peu partout, elle va donc empêcher l'ours de manger le castor. Et le castor, il fait qu'est-ce que tu fais ? C'est normal, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Et en effet, ça montre un peu que les carnivores, c'est pas forcément des méchants animaux, et les herbivores, c'est pas forcément des... T'as un problème avec le régime alimentaire de l'être humain, déjà de base. Parce que tu vois, à chaque fois, c'est on peut manger de la viande. Oui, on peut manger de la viande, Damien. Avec certaines, respect aujourd'hui, de normes. Mais bon, après, voilà. Non, mais mis à part ça, je trouve que ça amène quand même une belle image et que ça donne un beau message. Oui, Baptiste. Ouais, en fait, je viens de voir sur la page Wikipédia en anglais que le titre anglais, c'est Hoppers, c'est pas Jumpers. Ouais, donc ils ont encore changé un nom de titre anglais pour nous remettre un titre anglais en français parce qu'on n'est pas capable apparemment de comprendre le premier titre original parce en anglais. Parce que Jump, tout le monde comprend. Bah ouais, mais c'est ouf. Moi, je trouve que ça commence à me saouler de devoir changer ça. On se moque souvent des Québécois qui traduisent au mot pour mot, mais c'est mieux eux de le traduire au mot pour mot que de nous mettre une espèce de mot anglais différent. Que depuis Van Halen, tout le monde sait ce que ça veut dire que Jump. Bref, toujours est-il que... Là, il faut un bas de son. Il la faudra en musique dans cette émission, du coup. Ouais, attends, ça voilà. On continue tout de suite avec une nouvelle bande-annonce. Bienvenue, Panem, à la glorieuse moisson du district 12. Alors là, vous aurez reconnu sans doute l'annonce de Hunger Games. Alors en fait, il faut savoir qu'en mars de cette année est sorti un second livre, un second préquel à l'histoire principale de Hunger Games qu'on avait vu adapté au cinéma. Il s'agit du Lever de soleil, toujours écrit par Susan Collins, qui place l'histoire 20 ans avant justement la fameuse trilogie et qui est juste après la balade du serpent de l'oiseau chanteur qui était sorti en livre en 2020 et adapté au cinéma en 2023. Donc là, on suivait dans ce premier préquel Snow, oui, tout à fait, qui a mis en place, justement va prendre le contrôle de ces fameux jeux de la faim et de la moisson, et justement, il va aussi chercher à évincer un peu tous ses adversaires à travers ces jeux. Et dans ce second livre, qui va être adapté donc le 25 novembre 2026, donc dans un an jour pour jour, au cinéma, on suit là Haymitch Abernathy, c'est le mentor de Katniss et Peeta, qui est le vainqueur du District 12. On est 20 ans donc avant cette trilogie, pour le rappel. On le retrouve avec sa mère, son frère et sa petite amie, qui fête son 16e anniversaire, et c'est pile au moment où on va annoncer la moisson, une moisson qui va être spéciale parce qu'on va envoyer 2 fois plus de tribus que les autres fois. Donc il part pour ces fameux jeux de la faim, et forcément il voit toute la manipulation de Snow, et c'est ce qui nous fait comprendre pourquoi ce personnage dans la trilogie il sombre dans l'alcoolisme et qu'il s'est mis en retrait en fait. Mais par contre je me pose la question de savoir l'intérêt de ce film, puisqu'on connaît déjà la fin en fait. C'est toujours de mettre un éclairage sur un personnage qui est intéressant et de voir cette facette en fait. C'est toujours, avec nous c'était intéressant de voir comment ces jeux de la fin étaient mis en place, de voir aussi le contrôle de Snow, parce que dans la trilogie on est en guerre en fait finalement avec Katniss, et ça montre en fait l'évolution de ce personnage qui est de plus en plus dans le contrôle et dans quelque chose de dark dans sa façon d'être, et on met la lumière sur d'autres personnages qui est intéressant quand t'es fan de l'histoire, de l'univers. Ouais, c'est vrai que ça peut faire l'effet Star Wars aussi. Star Wars, c'était ça. Le 1, 2, 3, on savait... Il y a un univers dans Star Wars qui est tellement immense qu'on peut faire plein de choses. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans la trilogie de base, dans les 4 films, du coup, parce qu'il y a eu 2 parties dans le dernier, dans le 3,
Snow, c'est quelqu'un qui était vraiment détestable. Et moi, j'ai adoré la balade du serpent et de l'oiseau chanteur parce que j'ai trouvé qu'ils avaient pris complètement le contre-pied. Dans ce film-là, Snow, au départ, il est sympa, quoi. C'est quelqu'un qui est sympa et c'est quelqu'un qui sombre justement dans ce côté-là très arriviste, très froid. Et donc je trouve que j'imagine qu'on va voir un Haymitch qui va être un peu plus joyeux, un peu plus, peut-être pas forcément joyeux, mais en tout cas plus... dans une trajectoire un peu inverse. Battant, et justement, et c'est super. Moi je trouve que c'est intéressant. En plus, c'est des personnages qui n'ont pas été trop développés, j'ai pas lu les livres, mais qui n'ont pas été trop développés dans les films. Donc pourquoi pas, et puis généralement ils sont plutôt bien produits. J'ai trouvé mieux la balade du serpent et de l'oiseau chanteur que le 3 et 4 de Hunger Games, franchement. J'avoue que j'en ai vu aucun, donc je peux pas... Vraiment, c'est à regarder, moi je trouve que c'est très bien, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai lu la première, les 3 livres, j'ai pas forcément lu le préquel, les 2 préquels du coup. Mais moi j'aime bien cette construction de personnages. J'ai toujours au cinéma et en littérature une curiosité, une fascination pour ces personnages qui sont bien, justement, comme Snow, et qui sombrent, en fait, et de comprendre pourquoi ils basculent, tu vois, à l'image d'un Dark Vador, pour toi qui reprenais Star Wars tout à l'heure. Ou même dans Harry Potter, alors c'est des fans qui l'avaient fait, le film sur la jeunesse de Voldemort, il est disponible sur YouTube, parce que c'est une fanfiction, mais c'est eux qui ont réussi à faire un truc sur comment Voldemort bascule. Et c'est génial, en fait, je crois que ça dure même pas longtemps, plus un truc comme 1h15 ou un truc comme ça. Ouais, c'était disponible à un moment sur YouTube. Et même si J.K. Rowling, elle a parlé de beaucoup de choses sur la jeunesse de Voldemort, on sait plein de choses via les livres et via ce qu'elle a pu faire sur Pottermore. En fait, que les fans se prennent de ça et essayent de combler les petits trous, et je trouve que c'était cool. Moi j'aime bien, je suis comme Sabrina, j'aime bien parler des personnages, même sur des BD. Je suis fan de 13 par exemple en BD, et ils ont fait toute une série avec les personnages secondaires de l'arc principal où ils expliquent en un seul tome comment ils sont devenus comme ça, quoi. Et je trouve ça vraiment trop cool. Moi. Donc du coup, et ça, on a une date de sortie, Sabrina ? Tu vois, je savais quand je la 2 rappelle fois, elle pas, l'a dit. et tu me la redemandes, tu vois. Alors que là, tu fais, je sais, j'ai entendu 25 novembre 2026, donc 1 an, jour pour jour. Ah oui, on est le 26. Oh, 1 an moins 1. Voilà. On continue avec une autre bande-annonce, cette fois d'un film français. Il y a 3 règles. Règle numéro 1, ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça ? Le marsupilami. Règle numéro 2, en prendre le plus grand soin. Règle numéro 3, être le plus discret possible. Voilà. Alors vous aurez compris qu'on parle ici d'Albator, du coup. Évidemment, ça c'est bien reconnu. Alors, certains diront peut-être, comme Baptiste ici, que c'est pas geek. J'en conviens. C'est de la BD ici. Mais c'est de la BD. En tout cas, c'est annoncé depuis 2 ans. Cette adaptation de Philippe Lachaud, on avait vu quelques années auparavant celle d'Alain Chabat, où on avait retrouvé déjà Jamel Debbouze dans le même rôle, Pablito Cameron. Et bien là, en fait, c'est l'adaptation est confiée à Philippe Lachaud, dans laquelle on va retrouver du coup toute la bande à Fifi, notamment sa femme. Voilà, et Élodie Frontin. C'est ce que je suis en train de demander. Voilà. On avait jusqu'à présent en fait peu de sources d'informations sur ce film. On avait eu un petit teaser, mais sans plus, en juillet 2024. Là, la bande-annonce est sortie hier, celle que vous venez d'entendre, qui a été donc diffusée au public. On va retrouver David, incarné par Philippe Lachaud, qui doit sauver son emploi et par tous les moyens. Et pour ça, il est prêt à accepter des plans plus ou moins foireux, donc notamment celui de délivrer un mystérieux colis en Amérique du Sud. Le voyage va être assez mouvementé parce que dans la croisière qui doit l'emmener, il tombe sur son ex qui doit être incarné par Élodie Frontin, j'imagine. Son fils Léo, un collègue Stéphane qui est un de ses acolytes dans la bande à Fifi, et ils vont quand même finalement ouvrir dans la traversée le colis. Ils vont découvrir qu'il s'agit d'un petit bébé marsupilami. Ce film doit sortir le 4 février 2026, Damien, je dis bien le 4 février 2026. Tu peux me rappeler la date, c'est quand ? Tu vois le gros marteau de Nicky Larson pour appeler une autre adaptation de Philippe Lachaud, et voilà ce que tu vas prendre sur la tête si tu me redemandes une 4e fois la date. Donc c'est vrai que Nicky Larson il avait plutôt bien adapté, moi je trouve au cinéma quand c'est sorti, malgré les critiques. Donc on peut être agréablement surpris de cette adaptation aussi. Même malgré mes critiques, je vais être très honnête, j'étais l'un des premiers à hurler à la mort quand j'ai entendu l'adaptation de Philippe Lachaud, et finalement on a été le voir en avant-première et on a adoré.
De quoi tu parles, de Marsupilami du film? Ouais. Du Nicky Larson. Nicky ouais. Ah, de Larson, Nicky Larson, ouais. Parce qu'en fait, il n'avait pas été non plus accueilli super bien par tout le monde, Nicky Larson, au moment où il est sorti. Au moment où il est sorti, oui et non, c'est qu'en fait, forcément, les puristes du cinéma, ça reste un Philippe Lachaud, ça reste une comédie familiale, etc. Mais pour les fans de Nicky Larson, et je parle bien de Nicky Larson et pas de City Hunter, qui est vraiment la version française, ça reprenait tous les codes de Nicky Larson. Moi, pour l'avoir bien regardé cet animé quand j'étais gamine, effectivement, je trouve que c'était assez fidèle et que j'ai pas boudé mon plaisir. Alors justement, pour le casting du Marsupilami, pour revenir au film, hein, donc il y a la bande à Fifi, je l'ai dit, mais il y a aussi Alban Ivanov, il y a Jean Reno, il y a Gérard Jugnot, il y a Didier Bourdon, il y a Vincent Dezania, il y a Boudère, il y a Romain Langry. Donc un casting de gars un peu connus, quoi. Vincent Dezania, Didier Bourdon, Gérard Jugnot, ils sont à peu près dans tous les films de films. Ils font partie de la bande à Fifi maintenant, je pense. C'est vrai. Alban Le mec, aussi. il s'embête pas, en fait, il reprend les mêmes, il recommence après, à chaque fois. ça fait un peu comme comment t'appelles ça, comme le Splendide avec les bronzés. Finalement, c'est pas gênant. Non, et puis ça reste, encore une fois, ça reste de la bonne comédie comme on sait faire en France. On excelle là-dedans. C'est familial. C'est tout public et c'est génial. C'est le genre de choses qu'on peut regarder sans prétention. Mais on passe un bon moment. Et je pense qu'en effet, là-dessus, sur le Marsupilami, ça peut être un bon moment qu'on peut passer. Voilà. C'était donc l'actu du grand écran dans l'Entre du Geek. L'Entre du Geek sur Happiness. Toujours ensemble dans l'Entre du Geek, et d'ailleurs un petit message de Ludo, un de nos auditeurs, qui demande à Sabrina quand est-ce que sort le film, c'est lequel, c'est Hunger Games? Est-ce que lui aussi, il veut un coup de marteau à la manière de Nicky Larson? Sinon, c'est le 25 novembre 2026. Alors c'était pas celui-là, c'est lequel le 4 février? Le 4 février, c'est Marsupilami. Ah non, Marsupilami. Moi, j'ai pas écouté. 4 février, Marsupilami. 25 novembre 2026, c'est Hunger Games. Et 4 mars 2026, c'est Jumper. La pauvre Sabrina, personne ne l'écoute. On continue toujours dans l'Entre du Geek jusqu'à 21h et on passe maintenant à la partie série. Vous aurez bien évidemment reconnu le générique mythique de Stargate SG-1. Et si je vous en parle, en fait, c'est parce que il y a une grande nouvelle qui a eu lieu mercredi dernier dans l'univers Stargate, puisqu'elle a été annoncée officiellement par Amazon MGM une nouvelle série Stargate. Stargate, ça y est, ça renaît de ses cendres, ça revient. Et donc, pour la petite histoire, Stargate, c'est notamment une franchise qui s'est arrêtée en 2011 avec Stargate Universe. Donc, ça fait 14 ans qu'il n'y a plus la Porte des Étoiles, que la Porte des Étoiles ne s'est plus jamais ouverte. Et ça revient notamment avec, comme showrunner, Martin Gero, qui est grand scénariste de Stargate Atlantis. On a également en producteur Dean Devlin et Roland Emmerich, qui sont les créateurs du film original Stargate de 1994, puisque, rappelons-le, Stargate, en fait, à la base, c'est un film, Stargate, la Porte des Étoiles, qui a marché correctement. Voilà, c'est pas non plus c'est pas un monument de la SF, mais c'est quand même un bon truc. Et ce qui a beaucoup fait connaître Stargate, en tout cas pour nous, pour notre génération, c'est bien évidemment la série Stargate SG-1, qui reprend les personnages du film avec un ton totalement différent. Je pense notamment au colonel Jack O'Neill, joué par le magnifique Dean Anderson, qui... MacGyver déjà, mais c'est qu'à la base, quand on a engagé Dean Anderson là-dessus, il devait reprendre le côté très militaire de Jack O'Neill dans le film, et finalement, il a imposé le fait de pouvoir faire des blagues. Et ça, c'est ce qui donne le petit sel de cette série, qui est juste magnifique. Vraiment. C'est notamment, je sais plus combien d'épisodes, je crois 80, enfin je sais plus, presque une centaine d'épisodes. Bref, toujours est-il que la série va s'inscrire totalement dans la continuité de Stargate Atlantis, de SG-1 et de Universe, bien évidemment. Le projet est en phase de pré-production avec un pilote qui est écrit. Il y a tout un univers qui est déjà écrit. Par contre, on n'a pas de casting ni de date de tournage. Il y a de fortes chances en fait qu'il faille attendre 2026 ou 2027 pour voir les premiers épisodes. Baptiste, 214 épisodes, 214 saisons. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à les regarder. Vrai ouais, je me les suis refait. Là, je suis en train de me refaire les vieilles séries, Code Quantum et Stargate. Voilà. Et toujours est-il que les fans espèrent bien évidemment des caméos et le retour des personnages. Samantha Carter, j'allais dire Sabrina Carter.
Samantha Carter, on espère revoir Teal'c, le Jaffa qu'on adorait tous, le docteur Daniel Jackson aussi, qui est juste fantastique. Et en tout cas, les fans sont extrêmement enthousiastes, moi y compris, clairement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et autant vous dire que ça fait revivre une série qu'on n'a pas connue depuis 14 ans maintenant. Moi, je suis quand même super intrigué par la hype autour de ça. Parce Pourquoi ? que, en fait, à chaque fois qu'on nous ressort quelque chose qui a existé avant, ces choses-là se prennent des torrents de caca parce que c'est pas, en fait, sur les réseaux sociaux, parce que c'est plus comme avant. Là, ça a promis d'être comme avant. Ouais, mais ça a promis. Ils ont repris l'équipe un d'avant. gros studio va refaire comme avant. Non, oui, parce que ils ont promis et tu les crois. Pour le coup, oui, parce que quand tu vois qui ils reprennent les mecs qui ont fait le scénar de base. Ouais, mais il y a 14 ans, quoi. Ouais, mais et il y a 14 ans quand ça s'est arrêté. C'est quoi, 94 le début, je crois. Oui, non, 94 c'est le film. C'est le film. Je crois que ça doit être 98. Non, mais en fait, forcément que vous allez critiquer et que les gars comme toi, on en reparlera quand ça sortira, tu vas critiquer parce que t'es nostalgique, parce que t'as kiffé ça quand t'étais gamin, comme pas mal de centaines d'autres personnes, vous avez kiffé ça, vous attendez du copier-coller, la même chose, et vous pourrez pas avoir exactement la même chose, et vous direz oh mais non, c'est pas le même produit, c'était mieux avant, comme les boomers que tu critiques. Moi j'ai pire, c'est-à-dire que ils vont essayer de faire comme avant avec des nouvelles technologies qui vont quand même améliorer certainement l'image, les effets spéciaux et tout ça, et vous allez trouver ça plus mauvais qu'à l'époque, je suis sûr. Un peu comme quand ils avaient refait la nouvelle génération de Star Wars, enfin la deuxième trilogie. Moi je l'ai bien aimé. Moi je l'ai bien aimé aussi, mais parce qu'on a grandi peut-être avec, mais au final, ils sont revenus avec des vieux Stormtroopers en termes de costumes, en termes de vaisseaux, dans la troisième trilogie qui est pas ouf évidemment, mais ils sont revenus sur cette esthétique-là parce qu'on avait râlé dans la deuxième trilogie parce que c'était la même esthétique. Là, il y a quand même un truc différent, c'est que quand tu reprends par exemple Stargate Universe, qui a un ton totalement différent et une intrigue totalement différente de Stargate SG1 et de Stargate Atlantis, les fans étaient divisés sur la chose, mais au final on a adoré parce que ça amène du lore, c'est extrêmement sérieux. C'était juste après. Ah oui, c'était juste après. Ou et en justement, même temps. non, c'était vraiment juste après, puisqu'il y a eu Stargate SG1, c'est fini, et je crois que Stargate Universe, il y a peut-être eu une saison en commun, enfin en même temps, ou un truc comme ça. Stargate Atlantis. Et Stargate Atlantis aussi, mais c'était, comment dire, c'est un univers qui permet tellement de choses. C'est un peu comme Star Trek en fait. Stargate, Star Trek, c'est plus ou moins la même chose. C'est que t'as cette possibilité de faire plein de choses. Ouais, Star Trek, c'était avant, donc c'était mieux que Stargate. Star Wars, Star Trek, Stargate. Ça après, parce voilà. que c'est dans les étoiles que ça se passe. Mais toujours est-il que on est très nombreux chez les fans à attendre ça avec impatience, et je pense clairement que la hype va être bonne parce que, encore une fois, ils reprennent les gens de base. Donc s'ils reprennent les gens de base... Attendons de voir. On en reparlera quand ça va sortir. Je suis d'accord, il y a une hype parce qu'il y a des nostalgiques comme toi. Je suis pas sûr que sur les premiers épisodes, il y a une envolée de critiques dithyrambiques. Bon, on verra bien. Toujours est-il que Sabrina, également, tu voulais nous parler d'une annulation ? Alors oui, tout à fait. En fait, chez Netflix, la présence de l'animation se renforce, qu'elle soit occidentale et japonaise. On a eu vraiment des succès, que ce soit en série ou en film. En film, en animation, on a K-pop Demon Hunter. T'en penseras ce que tu veux, Damien, mais voilà, ça a marché. Et du côté des séries, on a parlé d'Antino Hotel, il y a Castlevania. Ça marche plutôt bien. Et malgré ça, il y a des annulations d'animés et qui sont passés un peu sous le radar. La plateforme Netflix a discrètement annulé plusieurs séries, dont 3. Il y a Exploding Kittens, qui est l'adaptation d'un jeu. Il y a Good Time, et il y a Twilight of the Gods, qui est fait par quelqu'un que tu connais très bien, Damien, c'est Zack Snyder. Oui, c'est génial, Zack Snyder. Qui avait fait une première saison qui avait plutôt bien marché. C'était une relecture animée de la mythologie scandinave, qui avait plutôt... c'était un projet qui avait bien marché, mais qui avait été mis en pause. Et lui, il avait reparlé que une saison 2 verrait le jour. Et malgré ça, en fait, sans annonce, sans rien, discrètement, ces 3 séries ont été annulées. Alors, à côté de ça, il y a eu des annonces. Il y a des séries de nouveaux animés qui verront le jour, comme Stranger Things, la version animée, qui a l'air d'être plutôt prometteuse dans ce qui est... amené. Donc voilà, Netflix perd un peu son marché, donc ne soyez pas surpris de ne pas revoir sur votre plateforme préférée, pour ne citer qu'elle, ces 3 séries, puisqu'elles ne reviendront pas. Il n'y a pas eu d'annonce et je pense qu'aucune annonce ne sera faite.
Ah ouais, c'est brutal. Je reviens juste vite fait sur Stargate. On me dit 350 épisodes en tout. Moi, j'étais sur la page Wikipédia, donc peut-être ça Voilà, dépend de... peut-être que Stargate tout seul, et après avec Atlantis... Les auditeurs me disent 350. Ah oui, même l'équipe de Quoi Neuf Amiens, là, ils sont là. C'est super bien Stargate, etc. Ok, donc, voilà. Mais alors du coup, la majorité l'emporte. Ça va être super bien, alors du coup. On continue les séries, Baptiste, avec un univers qu'on connaît bien. Oui. Vas-y, j'ai pas de génie. Ah, je croyais que t'avais la musique. Non, tu m'as je dit que n'ai t'avais pas. la musique. Oui, je t'ai dit, mais finalement, j'ai pas Pour de une génie. fois que je respecte la règle. Un truc aussi qui met tout le monde d'accord, enfin en tout cas qui a mis tout le monde d'accord pendant longtemps, c'est Game of Thrones. HBO a verrouillé Westeros et vient officialiser un planning complet jusqu'en 2028 avec The House of the Dragon pour les saisons 3 et 4 et Night of the Seven Kingdom, c'est difficile l'anglais aujourd'hui, saison 2. Cela garantit du coup que Game of Thrones sera là chaque année au moins pendant 3 ans jusqu'en 2028 et que l'univers qui a été imaginé par George Martin reste au cœur de la stratégie de la chaîne, parce que j'ai quand même l'impression que HBO et Game of Thrones sont de très bons copains depuis très très longtemps. Alors on aura la saison... Enfin, ces annonces ont été faites avant la diffusion de la saison 3 de House of the Dragon. Et on sait qu'il y aura déjà une saison 4, donc ça prouve bien que les producteurs ont confiance. Pour rappel, la série de House of the Dragon se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys et raconte les événements qui ont provoqué la guerre de succession et la guerre civile appelée Danse des Dragons, qui a conduit à la perte des dragons, justement, et à la chute de la maison Targaryen. L'autre spin-off, Night of the Seven Kingdoms, est déjà renouvelé pour une saison 2, alors que la saison 1 n'a pas encore été diffusée et est prévue pour janvier 2026. Donc là encore, ça montre qu'ils ont une grande confiance en leurs produits. Et cette série va parler d'événements qui se déroulent une petite centaine, je crois que c'est 72 ans après House of the Dragons, avec notamment un chevalier qui va parcourir Westeros avec son écuyer qu'on appelle l'œuf, The Egg en anglais, et qui se trouve être Aegon Targaryen, un des grands héritiers de cette maison-là. En fait, ça veut dire que HBO officialise et assume donc un véritable Game of Thrones Cinematic Universe, finalement. Il y a une stratégie au long terme autour de la franchise, structurée, beaucoup plus structurée d'ailleurs qu'à l'époque, quand elle sortait et quand on la streamait tous, ou pour certains, on allait la récupérer dans certaines plateformes. De manière légale. De manière toujours légale, évidemment. Mais il y avait une énorme hype autour et on essayait tous de pouvoir voir cette série-là quand elle est sortie, même si la dernière saison nous a fortement déçus. Et du coup, il y a une envie, je pense, de faire comme Star Wars ou Marvel sur d'autres plateformes et donc agrandir cet univers-là. Pour après, il n'y a rien qui a été officialisé au-delà de 2028, mais vu ce qui est créé par l'auteur en termes de matériaux de base, en termes de livres, et de ce qui avait déjà été fuité par quelques interviews, on pourrait tout à fait imaginer des intrigues sur les Dothraki, sur les marcheurs blancs, sur la famille Stark, ou même d'où vient le bâtard Jon Snow, tout ça, même s'il y a des choses qui ont déjà été expliquées. Oui. Là, ça serait quand même des choses qui seraient intéressantes aussi pour continuer de cet univers qui... même s'il a déçu à des moments, rassemble encore de grands auditeurs et de grands spectateurs. Non, c'est parce que quand tu parlais de tout ce qu'on pouvait étendre, je pensais à la somme, parce que je les ai à la maison, ces livres, et c'est vrai que c'est quelque chose de très dense, ce qui est très descriptif sur des pages, donc c'est comme tout à l'heure on parlait pour Hunger Games, là c'est très très dense, tout a déjà été écrit, il y a vraiment un matériau de base qui est quand même assez généreux pour pouvoir étendre cet univers. Et puis en plus, on pouvait dire ce qu'on voulait, même si scénaristiquement, les dernières saisons ont déçu parce qu'ils ont fait les saisons avant que George Martin... fait des choix... avant que George Martin écrive tout, en fait. Même si je pense qu'ils avaient quand même des idées de là où ils voulaient aller. Il leur avait donné des indices. Voilà, des indices. Mais par contre, il y a un truc sur lequel... moi, je trouve que ça mettait tout le monde d'accord à l'époque. C'était le côté production. Il y avait des effets spéciaux, c'était ouf, la façon de mettre... c'était un Seigneur des Anneaux mais en série, quoi, donc c'était oufissime. J'aime aussi quand on parle de personnages, alors ça a fait mal au cœur cette première saison, mais c'est aussi une histoire qui n'hésite pas à sacrifier ses personnages oui, ça, c'est sûr. pour l'histoire, et c'est assez surprenant parce qu'on se dit on pose ces personnages là comme personnages principaux, donc on va les emmener loin, et en fait au bout d'un épisode, 2 épisodes, ce personnage disparaît parce qu'en fait le personnage ne sert l'histoire, et ça c'est aussi dans la façon d'écrire quelque chose d'inédit.
Et puis c'est un truc qui était complètement... Alors bon, ça vient d'un livre, donc on peut pas trop dire que c'est la série, mais on était à une époque de série où on avait encore des épisodes de 50 minutes dans n'importe quelle série, des grosses saisons et tout ça. Tu parlais de Stargate par exemple. Oui. On n'aurait jamais tué O'Neill dès 4 épisodes au bout de Stargate. Non, on n'aurait pas osé. Et pourtant, là, il y en a quelques-uns à Game of Thrones qui n'ont pas fait long feu. Et voilà. Je pense encore au mariage rouge. Ah oui, par exemple. Mais c'est un épisode génialissime. Il est magnifique. Celui-là, il est génialissime parce qu'en fait, on a Ned qui, dans la première saison, a la tête tranchée. Et on se dit jusqu'au dernier moment, non, il va y avoir un Deus Ex Machina. Donc là, on s'est fait avoir. Et on se dit inconsciemment, non, on ne se fera pas réavoir, c'est bon, ils vont pas le refaire. Eh ben allez, ils y refont encore une fois. Et puis pas qu'un peu là. Et pas qu'un peu, ouais. Donc ouais, c'est graphique, il y a de la violence, mais de la violence finalement qui sert à quelque chose. Non, c'était bien. Moi, j'ai pas vu House of the Dragon encore. Par contre, l'histoire du chevalier et de son écuyer m'intéresse aussi. Donc, à voir si je peux me procurer HBO. En parlant d'univers très très étendu et très riche, il est temps de passer à un autre univers, par contre, beaucoup plus japonais. Les fans de Tokusatsu auront reconnu bien évidemment number one, Sentai Gozooger, à savoir l'équivalent de Power Rangers mais chez les japonais, plutôt Power Rangers c'est l'équivalent américain des Super Sentai, oui. Comment, c'est quoi le titre? J'ai pas entendu, Damien. Number one Sentai Gozooger. Ah ok, là c'est mieux, j'ai entendu tout. Eh bien, on le sait depuis un moment, mais c'est la dernière série de la franchise Super Sentai qui mettra fin à cet univers qui existe depuis maintenant 50 ans, avec 49 saisons, c'est quand même assez énorme, mais que les fans de Tokusatsu se rassurent, ce n'est pas la fin des Tokusatsu, puisque a été annoncé un projet RAID dernièrement par TV Asahi, à savoir la chaîne de télévision japonaise qui diffuse les Tokusatsu. Et dès 2026, du coup, ce projet RAID reviendra sur le même créneau horaire que Super Sentai, avec notamment le projet Super Space Sheriff Gavan Infinity. Ça ne vous parle absolument pas. Pas du tout. Alors en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'on va partir sur le projet RAID, donc on va reprendre tous les Rangers, alors je vais parler en termes américains, je suis désolé, mais tous les Rangers rouges en fait des différents Sentai qui vont apparaître par-ci par-là. On fait revenir un peu ce qu'on appelle un Metal Hero qui est indépendant des Super Sentai. Donc en gros, c'est une espèce de super réunion de tous les Rangers non, créés. c'est pas vraiment ça. En fait, il faut comprendre une chose. Là, je m'explique très très mal, je suis désolé. Les Tokusatsu en fait sont divisés en plusieurs genres, plusieurs sous-genres. Il y a les Super Sentai qu'on connaît, qui ont pour principe d'être tout simplement une équipe, un escadron. Généralement 5, mais c'est quand même la norme. Hein. J'avais fait une chronique dessus. C'est quand même la norme. C'est quand même la norme. Voilà. On a également les Kamen Rider, que certains connaissent, et notamment ceux qui ont des motos avec un casque en forme de fourmi. C'est très très connu. Je suis sûr que je vous en montre un, vous dites ah ouais, si je connais. Et on a également les Metal Hero, qui sont du genre, nous en France, on connaît notamment VR Trooper, Beetleborg, qui sont comme ça des Metal Hero, où c'est plus le côté robotique, ou alors on a un héros qui peut être tout seul. Et là, c'est clairement le cas. On a avec Super Space Sheriff Gavan Infinity, ça va être en fait le retour d'un héros unique de couleur rouge, puisque voilà, c'est le projet RAID qui va faire venir des super-héros japonais de couleur rouge. Donc on peut se retrouver avec le Power Rangers Force Animal rouge, le Power Rangers de l'espace rouge, enfin bref, tout ça. On verra également les Ultraman, on verra également les Garo. Ça sont pareil des termes que les fans de Tokusatsu connaissent. Autant vous dire que ça signe le renouveau du Super Sentai. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que ce renouveau intervient un peu en même temps que le renouveau de la version US donc des Power Rangers, qui reviendra sur Disney Plus prochainement. Oui, les Power Rangers reviennent. En version live action ou en live action on ne sait pas trop encore. On ne sait pas trop. Mais sachant que Power Rangers, depuis Cosmic Fury, depuis Cosmic Fury, avait même arrêté de reprendre les Super Sentai japonais. Ils avaient fait leur propre truc. Après, ça avait duré une saison. Mais voilà, là, ça revient également sur Disney Plus. Prochainement, on n'a pas encore de date de sortie sur une nouvelle manière de faire. On ne sait pas si ce sera un live action, on ne sait pas si ce sera un animé. Certains parlent d'animé peut-être, mais toujours est-il que là au Japon, c'est assez drôle parce qu'ils refont également la même chose au bout de 50 ans et sera toujours diffusé sur le même créneau.
que toi, t'attends ça comme un petit fou. Bah je sais pas. Honnêtement, j'attends de voir. Ghost Yuger, moi j'adore. J'ai toujours pas fini, faudrait que je les finisse, mais je suis vraiment très très fan, mais c'est un côté en fait nostalgique. Donc à voir ce que ça peut donner. Voilà. C'était donc l'actu de la petite lucarne geek sur Happiness. L'antre du geek sur Happiness. Sur Happiness, c'est Noël avant l'heure. En ce moment, on vous gâte avec de magnifiques jeux concours sur nos réseaux sociaux. À gagner une carte cadeau de 100 € pour profiter d'un moment incroyable au Manoir Fleury sur la Côte d'Opale. Mais ce n'est pas tout, puisque la Comédie d'Amiens vous attend aussi avec des spectacles à ne pas manquer. On vous offre vos places pour du Rififi à la morgue. Et dès demain, vos invitations pour Les Imitateurs, l'un des spectacles qui cartonne actuellement à Paris et qui débarque ce samedi à Amiens. Tout se passe sur Facebook et Instagram, Happiness Amiens et Happiness Oise. Les modalités sont en ligne. Bonne chance à tous! L'antre du geek sur Happiness. Et on revient dans l'antre du geek avec cette fois l'actu du 9e art et de la bande dessinée avec bien évidemment l'actualité qui fait parler d'elle depuis maintenant, j'ai envie de dire plusieurs mois presque. C'est à nouveau le festival de la BD d'Angoulême qui revient et qui revient pour repartir en fait plus simplement, puisque il y a une décision d'annulation qui a été lancée la semaine dernière, avec notamment le syndicat national de l'édition qui soutient les auteurs qui ont appelé au boycott et qui appellent à ce que tout simplement l'édition 2026 ne se tiendra pas. Normalement, c'est ce qui devrait se passer, malgré des tentatives, bien évidemment, de dialogue entre 9e art qui affirme, dans un communiqué d'ailleurs, que le dialogue se poursuit. La profession de la petite case reste unie. Il n'y aura donc ni auteur, ni éditeur, parce qu'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'éditeur. Et finalement, pour le moment, on nous apprend que le festival de la BD d'Angoulême n'aura pas lieu. Il faut savoir cependant que ce n'est pas une annonce officielle, puisque encore une fois, d'après 9e art et d'après l'association qui gère le festival de la BD, ils disent non, mais si on va trouver une solution, on va trouver une solution. Donc on verra bien ce qu'il en est. En attendant, la crise révèle un changement profond, en tout cas dans le paysage politique des auteurs et des éditeurs. Et cette annulation pour 2026 est vue comme une opportunité justement de repenser le festival. Donc on espère que on va rechanger tout ce qui est la gouvernance, le format, la place des créateurs, etc. Et ils sont nombreux à souligner le besoin de redéfinir le festival d'Angoulême et de s'interroger du coup sur le modèle actuel. Il faut savoir que la ministre de la Culture, Rachida Dati, elle a réagi tardivement, on va être honnête, en annonçant une réduction de 60% des subventions. Finalement, elle est revenue là-dessus dans le journal Ouest France le 22 novembre dernier, en disant qu'une subvention exceptionnelle de 200 000 € qui a été supprimée en 2022, mais qui pourrait être établie en 2026 si les conditions sont réunies, finalement arriverait. Là, c'est un peu, je vais être très honnête, c'est un petit peu le bordel à Angoulême, parce que personne ne sait ce qui va se passer ou pas. Sachant que c'est un gros choc en tout cas pour la ville, puisque l'annonce de l'annulation de l'édition 2026, ça va poser problème d'un point de vue économique, puisque chaque année ça attire plus de 200 000 visiteurs, ça génère un chiffre d'affaires qui est énorme pour les commerces locaux. D'ailleurs, il y a beaucoup... Pardon, excuse-moi Sabrina, je t'ai pas ouvert ton micro. Tout ce qui est hôtel, restauration, qui vivent en tout cas quelques jours dans l'année au mois de janvier sur ce festival, qui ont un gros manque à gagner de cette annulation. Pour donner un ordre d'idée, ça représente quand même 35% de leur chiffre d'affaires. Bah oui. C'est énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vécu par beaucoup de commerçants du coin comme injuste et une punition collective. Ouais, mais du coup, c'est justement ça le problème. C'est dans tout ce genre de système, tout le monde couvre tout ce qui se passe parce que tout le monde a un intérêt. Alors, je dis pas que les commerçants sont responsables, pas du tout. Non. Mais par contre, ils ont pas... c'est vrai que pour eux, il faut que le festival se passe malgré tout ce qu'il y a eu. Moi, je pense que s'il y avait une année blanche, alors, je suis pas sûr que ça tuerait le festival d'Angoulême. Non. Il pourrait revenir l'année prochaine avec de bonnes bases. Mais par contre, ça montrerait au moins que le monde, en tout cas le monde de la BD, a compris que on pouvait pas violer des femmes comme ça sans toute impunité. On pouvait pas maltraiter ses salariés et mal gérer des choses. On pouvait pas utiliser l'argent public comme bon nous semblait, de manière opaque. Et je pense que ça enverrait un signal fort en fait à d'autres mondes de la culture.
Parce que le nom du festival d'Angoulême suffit à lui seul. C'est comme le Spiel pour Essen, c'est comme le festival de Cannes pour le cinéma. C'est un gros moment, au moins européen, si ce n'est. Ça commence à avoir une envergure mondiale, parce qu'il y a quand même des auteurs de prestige, d'envergure mondiale, qui ont été mis à l'honneur. Après, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là si tous les signaux d'alarme qui ont été envoyés depuis des années sur le 9e art avaient entendu. On a mis tellement de choses sous couvert au fil des ans que là, en fait, on a attendu que la goutte d'eau fasse déborder le vase. Et donc, on en est là dans cette situation. Et si on avait pris cette plainte de cette femme, si on avait écouté toutes ces personnes qui parlaient de ce management toxique, peut-être qu'on serait pas à l'annulation. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est que quand il y a des gens qui parlent, qui dénoncent des choses, on les entend pas, et donc il faut que ça fasse grand bruit, il faut que la foule s'amasse pour qu'on entende quelque chose, et c'est peut-être ça le problème aujourd'hui. Elle a donné son nom, son vrai nom officiellement là maintenant. C'est sorti il y a quelques jours. Il y a quelques jours, elle a osé, elle a révélé son identité pour encore appuyer encore plus son histoire. Moi, ce qui m'effraie le plus, alors son histoire, elle est effrayante, mais il y avait des problèmes avant son histoire, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de gestion et de management toxique qui étaient déjà là. C'est-à-dire qu'avant, il a fallu quand même attendre qu'une femme ait le courage de raconter son histoire, de porter plainte, de le porter devant les médias, pour qu'on se rende compte que c'était déjà problématique, pour en tout cas que ça fasse parler. Quand notre ministre de la Culture, alors bon, vous le savez, je suis pas fan du ministre de la Culture, mais là en fait elle vient en disant 200 000 euros on va vous les redonner, on vous les a enlevés il y a 3 ans, il y a 4 ans, on va vous les redonner là. Mais ça prouve bien en fait que la culture c'est absolument pas l'objectif et la priorité de nos gouvernements actuellement, et que finalement on peut trouver 200 000 euros comme ça en fait. Après voilà, on va dépasser un peu notre cadre. Oui, pardon, je suis désolé, mais ce que je veux dire c'est que t'as 200 000 euros qui peuvent revenir comme ça, ça aussi c'est problématique. Après les raisons de l'annulation, elles sont touchy aussi comme sujet quand même. On est sur des faits de société, on dépasse notre sphère de compétences geek pour parler de vrais faits de société. Ouais, mais on est tolérant dans le monde geek, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même une forme de tolérance, une forme d'acceptation de la différence parmi toutes les œuvres dont on parle, que ce soit du cinéma, du jeu de société, des comics. En fait, quelqu'un qui est geek, entre guillemets, alors je veux pas dire que les geeks sont mieux que les autres, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas on est confronté par les médias qu'on aime à justement cette différence, ce que les gens appellent le wokisme en fait, tout simplement. Mais c'est vrai, on est éveillé à ça justement parce que ces thèmes-là on les voit dans nos médias de prédilection. Mais toujours est-il que, en tout cas, ça a permis à Élise Boucher-Tran, donc celle qui a révélé son identité, de pouvoir enfin prendre la parole et de libérer la parole. Et c'est à la fois très bien et très triste. Oui. Très bien qu'elle puisse son affaire soit entendue, parce qu'elle c'est plusieurs mois voire années de bataille maintenant pour en arriver là, et c'est très triste de devoir en arriver là pour être pris au sérieux quand même. Malheureusement. Par contre, j'ai vu, je te prends juste une minute, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une chance parce que les auteurs et les autrices ont fait des demandes sur la gratuité, transparence, refonte des prix. Il y a une chance, mais ça va être très compliqué parce que c'est pour janvier. En fait, là, clairement, t'as des auteurs qui commencent à dire ouais, bon, si on nous entend, peut-être. Puis il y en a d'autres qui disent non, mais c'est mort, on va arrêter 2026, on laisse tomber, puis on passe à 2027. Ce qui peut s'entendre. Après, je sais qu'il y a aussi les commerçants du coin qui espèrent faire un festival officieux, un off, pour quand même réussir à amener des gens. Oui, puis bon, je pense que c'est les éditeurs et les auteurs aussi ont un manque à gagner. Et donc, c'est courageux de leur part de prendre position. Mais on en trouvera certains ce week-end au Salon du Livre Jeunesse qui a lieu porte de Montreuil. Et c'est l'occasion de voir certains des auteurs qu'on voit en Angoulême ce week-end. Voilà. Et moi, j'ai préparé mes petits ouvrages, je vous attends. Et Montreuil, c'est près de chez nous. Et d'ailleurs, est-ce qu'on aura notamment la BD dont tu vas nous parler, la Sabrina, qui a été annoncée ? Je pense pas, parce qu'on est plutôt dans une BD adulte pour cet auteur qui s'appelle Mathieu Beublé. Je pense que tu le connais bien, Damien. Il est génial, il est fantastique. Il a écrit, on lui doit Carbone et Silicium, Shangri-La, qui sont en fait une trilogie, et est sorti Silent Jenny aux éditions Rue de Sèvres pour environ 32 €. On est encore une fois dans une dystopie, dans de la science-fiction, un peu entre effondrement et espoir. Alors pour le scénario, il faut imaginer un monde sans abeilles, où les plantes et les arbres ont disparu, tout comme les pays et les gouvernements.
Et pour survivre aux conditions climatiques extrêmes, entre vapeur toxique et température caniculaire, les communautés restantes se regroupent en nomades, sorte de vaisseaux-villages motorisés, naviguant à travers de vastes étendues arides. Et donc ça, c'est le décor de Silent Jenny, que l'on retrouve à travers 320 pages de BD. Et qui est sorti le 15 octobre dernier. Qui est sorti le 15 octobre dernier, voilà. Et je sais que c'est un auteur que tu aimes beaucoup. Peut-être que tu nous en feras une petite review, Damien. Ouais, celui-là, franchement, je pense qu'il va atterrir dans ma bibliothèque très rapidement, puisque Mathieu Bablé, c'est quand même un monument de la BD, enfin du roman graphique français, fondateur notamment du label 619, aux côtés de notamment Guillaume Singelin, qu'on a eu la chance d'avoir à la radio la saison dernière lors de sa venue au rendez-vous de la BD d'Amiens. Et clairement, c'est des types, ils sont fantastiques, ils ont un univers qui est tellement riche et une patte graphique qui peut changer du tout au tout d'un album à l'autre, et je trouve ça magnifique. D'ailleurs, en parlant de rencontres et de rendez-vous, il faut savoir que ça y est, la Comic-Con France revient en 2026. Elle aura lieu notamment le 18 et 19 avril 2026 au Parc des Expositions Nord Villepinte, comme en 2025 d'ailleurs. Donc c'est le principal événement de la pop culture et du comics en France, surtout depuis maintenant l'absence du Festival de la BD d'Angoulême et de Paris Fan Festival. Donc pour le moment, aucune annonce officielle en ce qui concerne le programme ou les invités. On espère bien évidemment des stars internationales, puisque l'année dernière on avait quand même eu notamment l'acteur qui jouait Moff Gideon, ou dans Star Wars, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui faisait aussi Frings dans Breaking Bad. Baptiste, tu me regardes, je sais que tu vois de qui je parle. Oui, attends. Mais voilà, on a eu ce genre de vedette. Donc la billetterie est ouverte. Elle est ouverte. Oui, t'as le nom. Oui, Gustavo Gus. Voilà. Ah non, c'est Gustavo Gus, c'est Gus Fring, pardon. Voilà, Gus Fring. Et donc toujours est-il que la billetterie est ouverte. Elle est actuellement en tarif, early access. Oui, Sabrina. Et c'est quand ? C'est le 18 et 19 avril prochain. Donc, faut savoir. Donc oui, comme je disais, l'année dernière, il y avait Ian McDiarmid, pardon. J'ai vraiment du mal avec l'anglais ce soir. Robert Englund, Anthony Daniels. Il y avait d'ailleurs des dessinateurs de comics, Daniel Acuna, Mike Grell et Zad Ribic. Bref, plein de choses possibles. Il y avait 30 000 visiteurs environ l'année dernière. On espère en tout cas qu'il y aura autant de monde. Après, je vais être très honnête, moi, la Comic-Con, c'est quelque chose que j'avais adoré à l'époque quand elle s'appelait Comic-Con Paris. C'était à une époque, c'était il y a facilement presque 10 ans que ça existait. Avec le Covid, ça a totalement disparu. C'est revenu là depuis 2 ans. C'était Porte de la Villette, la seule fois où j'y suis allée. Ça m'a pas laissé un super souvenir. Pour moi, c'est une boutique dans laquelle on est entassé comme du bétail et dans laquelle on t'invite cordialement à dépenser quand même toute ta monnaie, quitte à mettre ton banquier en PLS. C'est ça le problème. Après, là, on va être très honnête sur ce festival, sur ce genre de festival, on y vient avec nos propres comics à se faire dédicacer par des auteurs, parce qu'il y a quand même de gros auteurs qui sont là. Moi, à l'époque, je me rappelle, il y avait Tom Taylor que j'avais adoré, il y avait Jiménez que j'avais aussi adoré. J'ai d'ailleurs la photo. Je me souviens, j'ai fait ces longues files d'attente pour toi. Ouais, mais c'était génial. Et là, cette année, alors l'année dernière, il n'y avait pas tant d'auteurs que ça. Je sais que ça avait pas mal râlé là-dessus, sur le fait que c'était plus... Et c'est ça qui est dérangeant, parce que l'esprit de Comic-Con, c'est justement voir des auteurs de comics, parce que c'est ça la base. Et en fait, c'est plutôt des goodies autour de séries, de trucs manga. C'est le problème. Et puis, c'est avoir les conférences des auteurs aussi Ouais. qui t'expliquent des choses, qui te racontent des choses. C'est en Europe, c'est la seule ? Non, il y a la Belgique, il y a la Luxembourg Belgique aussi qui en a une. D'accord, donc il y a plein de... Mais c'est pas une marque déposée par les Américains, Comic-Con Si. D'accord, donc c'est la même entreprise qu'à San Diego, alors du Alors, coup. c'est pas forcément la même entreprise, mais je crois que c'est la franchise est revendue en par la fait, suite. il y a un terme, après, t'en as plein qui ont des noms dérivés, qui n'ont pas exactement la même appellation. Je sais qu'en parce Belgique, que c'est c'est une pas marque pareil. déposée. Mais aux États-Unis, t'as pas que celle de San Francisco, t'en as une multitude en fait, de San Diego, excuse-moi. D'accord. T'en as une multitude, mais celle de San Diego, c'est une marque déposée. Mais c'est vrai qu'en Europe, celle qui est surtout connue, c'est celle de Belgique, qui est vraiment très très connue, puisqu'ils ont fait venir des stars américaines. Ok. Je pense notamment à Jason David Frank, paix à son âme, Donc, le fameux Ranger vert. Je sais que...
Je sais que c'est Cocorico, mais du coup, là où nous on habite dans le nord de la France, est-ce qu'il ne vaut pas mieux conseiller à nos auditeurs d'aller c'est à Bruxelles, je suppose, la Comic Con Belgique ? Bruxelles aussi, oui. Oui, c'est à Bruxelles. Après, voilà, j'attends de voir. Peut-être qu'on ira nous faire un tour dans Entre du Geek là-bas. J'ai demandé les accréditations, on verra bien. Mais je suis pas. C'est super. Voilà. La Comic Con, c'est super. On aura les accrèdes. On continue l'univers comics avec notamment un comics qui a annoncé sa fin dernièrement. Alors, il faut savoir, cher ami auditeur, que dans le conducteur de l'émission, j'avais mis la fin du Comics Prime, mais je n'ai absolument pas mis que c'était Power Rangers Prime, qui vient du coup d'annoncer sa fin. C'était un reboot très ambitieux de la franchise comics après du coup l'arrêt de la franchise principale et c'est 120, je sais plus, je les ai tous les comics, mais je ne sais plus combien j'en ai, de Mighty Morphin. Là, en fait, c'était dans un univers plus ou moins proche dans lequel on avait les êtres humains, les Power Rangers qui étaient sur une Terre qui était notamment conquise par des aliens. Et ça avait tout un univers assez différent. Ça n'a pas vraiment plu aux fans puisque ces 16 numéros dont le 16e va apparaître fin avril, va marquer la fin de cet univers Prime. Pourquoi ? Alors, parce que, comme je disais, ça a eu une réception très mitigée de la part des fans. C'est vrai, que pour ça, il n'y a pas d'autre raison. En fait, oui, mais si les fans n'achètent pas, qui veux-tu qui achète, honnêtement ? Les lecteurs sont pas forcément au rendez-vous, donc ça va s'arrêter là. Après, alors je vais être très honnête, je les ai les Prime à la maison, je n'ai toujours pas eu le temps de les lire, il faudrait que je m'y mette. Mais d'après ce que je vois les critiques, ça montre il y aurait soi-disant des problèmes de rythme, un manque d'attachement notamment de la part des fans sur les nouveaux personnages. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que clairement, la fin de Power Rangers, en tout cas, de vouloir reboot un truc ou faire quelque chose d'original sur un truc qui a une grosse fanbase, c'est compliqué. Mon Dieu, je suis triste. Le fait que ça soit pas fini, en fait, la plupart des grandes séries, est-ce que c'est pas un problème aussi ? Comment ça ? Par exemple, que t'es 200 épisodes de quelque chose, est-ce que c'est pas déjà un problème parce que d'attendre toujours ça et de pas avoir une espèce de hype qui redescend ? Et donc, du coup, recommencer quelque chose dans la même veine, est-ce que c'est pas ça qui fait que ça... Après, le comics Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, le comics principal, avait eu un carton monumental. D'accord. Ça a amené des personnages que tous les fans de la franchise adorent. Je pense notamment à Lord Drakkon, qui est le personnage que n'importe quel fan de Power Rangers connaît maintenant et vénère presque comme un dieu. Et ça avait super bien marché. C'est juste que, il était temps de passer à autre chose parce que la hype était là et puis on n'allait pas étirer un truc à l'infini parce qu'au bout d'un moment, ça devient lourd. Ils ont voulu retenter autre chose. Il y a eu Ranger Academy qui était un peu une transition un peu particulière qui est sortie l'année dernière, qui était sans plus et plus un spin-off qu'autre chose. Là, ils ont tenté autre chose avec Power Rangers Prime. Ça n'a pas vraiment marché. Donc voilà, c'était juste pour dire que la fin de Power Rangers encore en comics. C'est mon banquier qui va être content puisque je vais arrêter de dépenser dans les comics. C'est l'Entre du Geek. Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Vous êtes toujours dans Entre du Geek. On est sur Happiness, il est 20h. Happiness Radio, votre radio locale. L'Entre du Geek sur Happiness. Dans l'Entre du Geek, on est de retour ensemble jusqu'à 21h et on aura notamment la chance d'avoir Mathieu Chaumont, l'organisateur du FestiRêve TCG de Abbeville. On l'aura en interview en fin d'émission. Il est temps maintenant de passer à la partie jeux de société. Et Baptiste, tu veux nous parler de jeux de rôle ? Baptiste qui n'est pas là du tout. C'est pas moi qui parle de jeux de rôle. C'est Sabrina qui parle de jeux de rôle, pardon. C'est pour ça que je faisais ça de la main. Alors les auditeurs peuvent pas nous voir malheureusement, mais je faisais un grand signe pour montrer à Damien que c'était Sabrina qui devait parler. C'est Sabrina qui parle de jeux de rôle. Oui, super. Alors, vous connaissez tous Donjons et Dragons, et du coup, il arrive, ce Donjons et Dragons, une version en jeu de plateau. Alors, on oublie un peu dans ce jeu la dimension jeu de rôle, j'en suis désolée pour les rôlistes. Alors, c'est Horrified Donjons et Dragons.
Ici, l'idée, c'est d'endosser le rôle de héros venu sauver la cité d'eau profonde. Et donc, pour ça, il va falloir affronter 4 créatures légendaires de cet univers qui viennent y semer la terreur. Et les habitants, donc, font appel à nous pour ça. Donc, c'est un jeu qui est conçu pour 1 à 5 héros qu'on choisit. Donc, parmi lesquels on va pouvoir incarner un magicien, un guerrier, un barde, un roublard, un clerc. Et c'est pour une partie de 60 minutes dans lesquelles on va affronter 2 bêtes sur les 4. La bête éclipsante, le tyranneuil, si ça parle à certains, le dragon rouge. Notamment. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Marvel Champions, le principe va se retrouver parce qu'il y a une première phase du jeu qui va être la phase des héros qui vont jouer de leur coup. Va en retour avoir une seconde phase, la phase des monstres, où le monstre va attaquer à son tour avec des cartes événements qu'il faudra tirer et qui conditionnera un peu la partie. Et puis, on joue jusqu'à ce que soit les héros gagnent, soit les bêtes gagnent. Donc, c'est un peu l'idée du jeu. C'est comme ça un affrontement entre héros et puis bêtes. Voilà, avec des actions possibles qui sont de se déplacer, ramasser, échanger des objets, utiliser des capacités. En fait, c'est un moyen, je pense, d'entrer facilement dans le monde du jeu de rôle. Ouais, carrément, ça a l'air d'être ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour entrer dans l'univers du jeu de rôle. En tout cas, c'est rentrer dans l'univers de Donjons et Dragons, rencontrer les différents rôles qu'on peut on peut avoir dans cet univers et les différents monstres connus de cet univers. Donc c'est pour ça, on verra bien. Baptiste, à présent, tu veux nous parler, et là je sais que c'est toi, tu veux nous parler de Chevreuil. Alors Chevrouille, comme tu dis souvent, ouais, forêt mixte. Alors le jeu, oui, parce qu'en fait là on est parti sur une blague qu'il y a que Damien, Laura et moi et un peu Sabrina maintenant qui est saoulée, qui connaissent. Une espèce de fourchage de langue de la part de Damien qu'il nous répète à chaque fois en jouant à ce jeu. Forêt mixte, bon, beaucoup doivent le connaître parmi nos auditeurs parce qu'il est quand même pas passé inaperçu il y a quelques années. A sorti plein d'extensions et surtout a sorti dernièrement un standalone qui s'appelle Dartmoor, donc un jeu autonome, plus accessible et très thématique, parfait pour les nouveaux joueurs, mais moins indispensable en fait pour ceux qui ont déjà forêt mixte et les extensions. Alors techniquement on peut mélanger les cartes de Dartmoor avec celles de forêt mixte, mais les auteurs le déconseillent fortement pour des raisons d'équilibre et de cohérence thématique. Ce jeu-là, on a pu y jouer quand l'entre du geek était à Essen. Faut que tu arrêtes de nous parler d'Essen. Ben ouais, mais ça a été notre moment et puis on a vu plein de jeux. On a fait notre stock pour un moment. On a plutôt bien aimé. Enfin moi en tout cas j'avais plutôt bien aimé. On construit toujours un écosystème en posant des arbres, des animaux pour marquer un maximum de points. Mais on a 3 petites nouveautés. On a des landes qu'on peut placer pour jouer des animaux maintenant horizontalement et pas sur tous les côtés de manière orthogonale. On a des grottes de départ aussi qui sont asymétriques et ça c'est plutôt cool avec des pouvoirs un petit peu différents. On choisit dans le désordre d'ordre du tour en fait. Et on a un système simplifié de symboles qui rend la création de combinaisons beaucoup plus fluide et l'accès au bonus un peu plus facile. J'ai trouvé aussi moi pour ma part qu'il y avait un petit peu moins de déséquilibre dans certaines, notamment dans les chevreuils, dans certains animaux qui faisaient scorer énormément dans la version de forêt mixte. Là dans cette version de Dartmoor, on a quand même un équilibre qui est revenu. 4,5 pour les nouveaux joueurs. Et 4 sur 5 bien sûr, et 4 sur 5 pour les fans du jeu de base. Donc en fait, il a moins plu aux fans du jeu de base qu'aux nouveaux joueurs dans les études de marché. Même si, d'après toi, moi je ne l'ai pas suffisamment testé, j'ai pas forcément de recul, il renouvelle, il rééquilibre la mécanique. En fait, effectivement, je vois pas forcément l'intérêt de cette nouvelle version parce que ce qui aurait été intéressant, c'est de le comboter au jeu de base. Là, c'est 2 jeux indépendants. Donc c'est un peu le côté frustrant, c'est que ça rajoute pas une plus-value à un jeu de base, c'est un autre jeu. Exactement. Bah après c'était non mais c'est très bien, mais tu me coupes l'herbe sur le pied, mais c'est exactement ça. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt quand on possède déjà forêt mixte. Mais moi je suis pas un grand joueur de forêt mixte. J'aime bien le système des cartes autour que je trouve assez sympa en gameplay. Mais bon, quand on a fait 2 parties, moi ça me va. C'est pas le cas de ma chère et tendre qui joue, je crois, 8 parties par jour en ligne de ce jeu. Ah ouais, Laura est tout le temps sur ce jeu-là, elle aime énormément. Et donc du coup, il faudrait peut-être plus lui demander son avis sur la question. Mais moi, effectivement, Dartmoor, je trouve qu'il, comme tu l'as dit, il ajoute pas quelque chose de plus grand. C'est juste un autre jeu. Donc si vous n'avez pas joué à forêt mixte, vous pouvez foncer dessus. Si vous avez joué à forêt mixte, vous serez certainement un petit peu déçu, faut pas être tant hypé que ça. On continue dans le monde ludique, mais cette fois dans le monde vidéo ludique, avec toi Baptiste qui va nous parler de
Call of Duty, et je fais exprès de dire Call Ouais, of. j'allais te faire la blague pour t'énerver dans Call of Duty, Black Ops 7 contre l'IA, parce que Black Ops 7, du coup on devrait dire, du coup maintenant Damien si on va être d'accord, se retrouve au cœur d'un double feu croisé, d'un côté des joueurs qui rejettent les visuels jugés trop cheap et déshumanisés, et de l'autre le monde politique américain qui voit dans ce cas un exemple emblématique des risques de l'IA générative sur l'emploi des artistes. Alors Activision est de nouveau accusé d'utiliser massivement l'IA et en plus de la mauvaise IA, notamment pour des artworks promotionnels, pour des icônes. Ça avait déjà été reproché, il me semble, sur Black Ops 6. Et donc du coup, on parle même d'AI slop, donc de bouillie d'IA sur les forums. C'est incohérent, c'est bourré de détails étranges, les mains à 6 doigts par exemple, des choses comme ça. Et donc les joueurs, ils sont vraiment pas contents. D'autant plus que le jeu ne se démarque pas non plus par rapport à son gameplay. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Le jeu est pas top. Le lancement commercial est pas ouf. C'est en 2020. Il y a Philippe Etchebest quand même. Ouais, il y a Philippe Etchebest. Mais bon, en plus, en termes d'image, on n'a pas quelque chose de sérieux. Les joueurs s'en détournent un petit peu. Alors Activision ne se démonte pas, ils reconnaissent utiliser l'IA générative, donc voilà. Mais ils affirment qu'il y a toujours des artistes humains qui restent aux commandes pour préparer ça et que ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Ouais, mais tu vois, Call of ou ce genre de jeu, FIFA, etc., moi je considère ça comme un peu le fast-food du jeu vidéo. Ouais. C'est-à-dire que c'est le jeu qu'on va sortir rapidement tous les ans, histoire de remettre une pièce dans la machine, ou qu'on va consommer sans vraiment, juste parce que voilà, c'est gourmand, c'est fat, et puis on va se caler avec ça. Mais c'est pas là où on va chercher du gros jeu, de la grosse gastronomie. Alors je suis d'accord avec toi. Par contre, moi il y a un truc que j'aime bien dans les Call of souvent, c'est le côté campagne solo. Quoi qu'on en dise, c'est que tout le monde y joue pour jouer en ligne. Moi c'est pas ma cam. Moi j'aime bien l'histoire, j'aime bien les histoires dans un jeu. Et en fait, quand il y a une campagne solo qui est sympa, c'est cool d'y jouer en fait. Et là, si même en plus le scénario de base il est moins marrant et qu'ils ont torché ça avec de l'IA alors pas pour tout bien sûr, mais pour certains trucs, c'est un petit peu dérangeant. Non mais en même temps, tu vois, tu mets des oignons frits dans ton burger, c'est pareil, c'est oui, sympa. Mais... Non, mais je sais bien, mais peut-être que je l'accepte pour la bouffe et que j'accepte pas pour le monde créatif. Alors c'est surtout ce qui a fait parler cette semaine, c'est surtout l'élu au Congrès américain Ro Khanna qui a réagi publiquement et qui a appelé à réguler l'usage de l'IA pour empêcher les entreprises de supprimer des emplois, leur donner un droit de regard aux artistes qui travaillent sur ça, mettre en place une taxe sur les licenciements en masse liés à l'IA et assurer une transparence sur les contenus générés. En gros, avoir un label qui dit ça a été fait sans IA ou alors au contraire, attention, il y a l'utilisation de l'IA. Ouais, mais là de toute façon, on va avoir le souci au bout d'un moment, puisque l'IA, ça reste un outil. C'est comme si, tu vois, on mettait un label sur les personnes qui font un dessin animé par ordinateur, alors qu'avant on le faisait par la seule différence, c'est qu'ici, c'est dans un cadre artistique. Par exemple, on en avait déjà parlé dans notre du geek, qu'on utilise l'IA pour faciliter l'étalonnage dans un film, c'est pas un problème dans le sens où c'est quelque chose de technique et de mécanique. Qu'on utilise l'IA en musique pour épurer les sons, pour nettoyer les fréquences des sons, c'est pas un problème dans le sens où là, c'est du travail mécanique artisanal en fait finalement. Oui, c'est pas de la création. Exactement, et c'est ça qui ressort en fait au Congrès américain, enfin en tout cas par je crois que c'est un sénateur, Ro Khanna, et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait débattre, dont on devrait débattre aussi en France, parce qu'on est quand même un pays avec plein de talents créatifs, je pense notamment à l'animation, aux jeux vidéo, et tu l'as dit beaucoup avec Clair Obscur par exemple. Oui. Et en fait, je pense qu'on devrait de plus en plus pouvoir protéger nos artistes face à l'IA créative, j'entends. Je parle pas d'IA technique. Sûr. Voilà. Mais après, c'est vrai, comme tu le dis, c'est un grand débat à avoir, mais encore une fois, c'est comme, je reprends mon exemple de la fast-food avec la gastronomie. Oui, mais je suis d'accord avec toi. On n'attend pas la même chose forcément quand on va à McDo ou à Burger King ou à Quick ou à, voilà, j'en ai fait 3. On s'attend pas à la même chose que si on va à une grande table du coin, clairement. Non, mais je suis d'accord. En tout cas, merci Baptiste pour ces infos du monde ludique. L'antre du geek sur Happiness. Ensemble sur Happiness dans l'Entre du Geek, il est temps maintenant de passer à la chronique de Baptiste qui veut nous parler de son jeu Sanctuary. Yo, il y a quelques temps, nous avons pu, avec l'Entre du Geek, nous déplacer à Essen à l'occasion du plus grand salon international du jeu de société. Stop, tu me l'as fait à chaque fois, c'est bon, là l'arnaque, je commence à la voir, ça va bien 2 minutes.
Alors disons que l'actualité de jeux de société et dans l'actualité de jeux de société, Essence reste un incontournable et pour me fournir en jeux de société, je suis allé à Essen, j'ai craqué mon porte-monnaie, j'ai résisté longtemps à plein de pression autour. T'as même craqué plus que moi. Peut-être un peu plus, ouais, je sais. Je sais pas, franchement, toi t'avais des sacs cabas remplis de figurines et tout, faut pas déconner non plus. Non, j'avais pas eu de figurines. Bon, bref. Les trucs, les playmats de cartes là, ouais, voilà. C'était pas à moi. T'as un sac qui était à toi. Et je dirais pas le montant, mais c'est un peu scandaleux. 70 balles, ça va. Ça va, tout va bien. Le banquier de Damien ne doit pas le savoir. Alors d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de nouveautés cette fois-ci auxquelles on a vraiment pu jouer. Je trouve qu'on a plus joué que les autres années et on a pu se procurer pas mal de jeux. Et il reste un de ces jeux que j'attendais avec impatience et j'ai pas du tout été déçu. Donc Sanctuaire dans la langue de Jean Dujardin est un jeu de Matthew Wigg, pas le papa du très convaincant Ark Nova. La preuve, nous sommes plusieurs à le posséder autour de la table et donc on l'avait tous très bien aimé. Et nous ne sommes pas les seuls à l'avoir bien aimé ce jeu puisqu'il a obtenu l'As d'Or en 2023, le Deutscher Spielpreis en 2022, le Golden Geek en 2022, le Game of the Year en 2021. Bref, Ark Nova, ça claque. Et Sanctuary est le petit frère de Ark Nova et l'auteur a mis des bouchées doubles pour sortir une version épurée mais diablement efficace. Et il est aussi édité par Super Meeple en France. Et une fois n'est pas coutume, arrêtons-nous sur le matos. Par rapport au jeu de base, la production a upgrade. Je trouve que les tuiles sont de bonne qualité, les petits jetons aussi. Ça donne un jeu qui est lourd quand on le porte en main. Mais finalement, c'est gage de qualité, c'est gage de durabilité, et c'est plutôt cool. Autre différence majeure avec l'édition de base, c'est que l'on a un système de rangement directement pour les tuiles, parce que les tuiles vont remplacer les cartes, et aussi des porte-tuiles qui sont fournis pour jouer, parce que tenir des hexagones en carton en main, c'est pas vraiment pratique. Il est moins cher que l'original, mais la prod a voulu une édition plus aboutie, et pour 45 € environ, c'est appréciable. Prends ça, Terraforming Mars. Alors tu parles d'une nouvelle version, mais qu'est-ce qui change concrètement ? Alors c'est une version allégée d'Ark Nova. Sanctuary reprend son ADN tout en simplifiant les mécaniques et en raccourcissant les parties. Pour vous dire, en fait, tout à l'heure, avec Laura, on s'est fait une partie justement de Sanctuary. Je pense qu'on a dû mettre 50 minutes. Ah ouais ? Et c'était la première partie de Laura. Ah oui, c'est pour dire que les règles pour 2 heures. Ah ouais, même plus si on joue vraiment longtemps et tout. Donc là, on va très très vite pour jouer à ce jeu et ça c'est plutôt cool. On joue chacun à son tour 2 actions, piocher une tuile dans une rivière commune ou activer l'une de nos 4 cartes actions. Ces actions nous permettent essentiellement de poser des tuiles animales dans notre zoo selon l'habitat dans lequel les 10 animaux doivent vivre, à savoir les montagnes, l'eau et la forêt. Tout repose sur un coup par tuile allant de 1 à 5 et vous ne pourrez jouer la tuile sur votre plateau que si l'action de l'habitat correspond à une force équivalente au coût de la carte action. Vous savez, comme dans Ark Nova où on bouge nos cartes action, là on reprend ce système-là, mais on paye directement les tuiles. L'auteur a donc supprimé l'argent. La gestion de cette dernière pouvait parfois être chaotique et si par la suite elle s'avérait pertinente dans le jeu, je trouvais toujours que pour les 4 ou 5 premiers tours du jeu, on obligeait les joueurs à mettre rapidement des animaux pour faire monter la piste de score et donc avoir davantage d'argent à chaque pause. Ici du coup, plus question de gérer cette ressource, on n'a plus qu'à gérer nos cartes actions de manière intelligente. C'est reprendre quelque chose qui fonctionnait déjà bien dans la version de base, à savoir être capable de jouer les actions dans un ordre précis pour pouvoir jouer les plus forts au moment le plus opportun. Et ça, c'est un truc qui est plutôt cool. Une de ces cartes actions indique également votre valeur de portée qui va définir le nombre de tuiles dans la rivière commune que vous pouvez sélectionner. Elles vont de 1 à 6 et donc si votre carte action est au début de votre piste, c'est-à-dire à 1, vous ne pourrez choisir qu'une tuile. Et donc du coup, c'est un petit peu handicapant pour continuer. Ça rajoute un petit peu de contrainte tout au long de la partie. Ici, on n'est pas dans une progression linéaire comme dans le jeu de base. Au contraire, parfois on aura le choix du roi et parfois on sera obligé de prendre ce qu'il y a et de prendre simplement la première de la rivière. Alors d'après ce que j'ai compris, les tuiles sont hyper importantes. Mais c'est dans une rivière, donc du coup, il n'y a pas une part trop grande de chance ou de hasard dedans ? Alors effectivement, comme dans le jeu de base qui proposait un deck de cartes impressionnant, ici aussi, et ce malgré un grand choix de tuiles, le hasard va pointer le bout de son nez. Alors pas tellement au début, puisque vous ne partez pas avec une corporation comme dans Terraforming Mars ou avec des pouvoirs asymétriques comme dans Scythe. Vous faites avec ce qu'on vous donne au départ, c'est-à-dire que dalle. Si c'est plutôt pas mal pour orienter votre stratégie, il est vrai qu'à la fin de la partie, quand vous aurez besoin de certains icônes ou de certaines cartes combo gagnantes, vous risquez de rager contre la pioche hasardeuse. Par conséquent, ce que va vous proposer la rivière va être d'une importance capitale, et là je dois bien reconnaître que ce hasard peut peut-être un peu freiner votre progression et entamer la logique de gestion.
Mais c'est vraiment le seul point qui me dérange. Et encore, à titre personnel, je peux m'en accommoder. Je trouve que l'adaptation est une réussite. Remplacer la gestion de cartes et l'aménagement de notre zoo en faisant en sorte que les tuiles et cartes soient combinées, c'est très intelligent. Réduire le nombre d'actions possibles permet aussi d'avoir un jeu plus lisible, plus clair, qui s'ouvre au plus grand nombre. Attention, il n'est pas fait pour les néophytes. Il faut quand même avoir l'habitude de jouer pour pouvoir rentrer dans un jeu comme Sanctuary. Néanmoins, il ne demande pas une connaissance et une appréciation des gros jeux experts de stratégie. Ce qui est cool, c'est que Matthew Wigg, le créateur, a repris tout ce qui fonctionnait bien dans Ark Nova. La gestion de cartes actions que l'on bouge après utilisation, la gestion des icônes pour comboter, la construction du zoo en mode puzzle game, la course aux objectifs. Il a aussi enlevé tout ce qui était superficiel, voire inutile, voire contraignant. Je pense notamment au fric. Je pense aussi à la multiplication des petits jetons et autres bonus qui ne sont parfois pas forcément très linéaires et intuitifs. Et je pense aussi au préalable de construire les enclos avant de pouvoir y mettre nos bestioles, qui est clairement un frein au développement et rallonge considérablement les parties d'Ark Nova. Là, je t'écoute là depuis le début de ta chronique, mais j'ai l'impression que c'est un peu galère pour toi de trouver des points négatifs. Carrément, parce que je suis totalement conquis par cette version. Je pense que je vais y jouer beaucoup, et déjà à cause de la rapidité. Le jeu, comme je disais tout à l'heure, il est torché en 1 heure. C'est vraiment appréciable dans un contexte où le rapport temps de jeu, complexité, gestion et stratégie amène souvent les créateurs à laisser s'éterniser leurs pépites et donc augmenter les temps de partie. En fait, on a soit des petits jeux, comme on l'a déjà dit depuis SN, qui sont cool, qui sont nerveux et auxquels on joue bien, soit on part pour 3 heures de partie parce qu'on a un gros jeu expert avec de la grosse gestion. Ici, l'auteur a volontairement décidé de restreindre l'expérience. Et en découlent 3 choses que je kiffe énormément dans ce jeu, en particulier et dans les jeux de société en général. Primo, des dilemmes constants, des choix cornéliens. À chaque fois que vous vous retrouvez à une croisée des chemins, il y a moult possibilités, et vu que vous savez que vous ne pouvez pas tout faire, vous en venez à essayer de choisir l'option la plus rentable au moment présent. Anticipé est possible, mais risqué. Secondo, la frustration, et ça découle directement des dilemmes constants, car à force de devoir faire des choix, on renonce. Et lorsqu'à la fin de la partie pointe le bout de son nez, on sera malheureux et on aura la désagréable impression d'être cocufié par le jeu. J'adore cette sensation de manque lorsque je réalise qu'il ne me reste plus suffisamment de tours pour finir tout ce que j'avais planifié. Personnellement, je trouve que c'est un challenge génial et ça m'oblige à vouloir refaire une partie, puis une autre, puis encore une autre, ne serait-ce que pour optimiser toujours plus et tenter de vaincre cette frustration et de battre mon record. Tertio, la nervosité du jeu. Frustration, choix cornélien et dilemme sont accélérés par cette course exponentielle vers la fin de la partie. Les 3 conditions de fin étant très rapidement atteintes, on a une délicieuse mise en pression par la progression du jeu qui ne nous lâche jamais. Mais si cette nervosité pourra ravir ceux qui aiment faire des choix sous pression, elle exaspérera ceux qui auront raté leur début de partie, car dans Sanctuary, vous n'avez que peu d'échauffement. 2 ou 3 tours grand max pour se lancer dans le bain. Il va donc falloir tenter des choses au risque de vous faire bouffer et d'être constamment à la traîne, ce qui est particulièrement pénible dans ce genre de jeu, ça j'en conviens. Et si on fait le lien avec le hasard dont j'ai parlé précédemment, vous pouvez vous retrouver à vraiment patauger dans le sable avant de pouvoir sortir des ronces. Mais encore une fois, je chipote parce que le jeu permet de limiter ce phénomène. Et j'ai été conquis par le petit frère d'Ark Nova que j'avais particulièrement apprécié, le jeu de base. Et c'est peut-être là où, après 3 semaines de ralouille dans le monde du jeu de société, j'entreaperçois une porte ouverte vers le paradis. Attends, c'est-à-dire ? J'avais déjà évoqué qu'il n'y a pas très longtemps le fait que les meilleurs jeux de société experts étaient les adaptations de ceux qui existaient déjà. J'avais notamment parlé de la version DICE de Terraforming Mars la saison passée. J'avais parlé aussi de la version Expédition, la suite thématique et ludique de Scythe. J'avais également présenté les séries Wingspan, Wormspan et Finspan. Pour ma part, je trouve que c'est très compliqué de reprendre un jeu qui a super bien marché et de réussir à l'épurer et le simplifier pour en faire un jeu un peu plus accessible et un peu plus grand public. Et au vu des critiques publiées sur certains forums spécialisés, qui regrettent notamment que Sanctuary ne soit plus un jeu expert, mais plutôt une version familiale, je pense que le pari de Matthew Wigg est remporté. Mais je pense surtout que ça prouve qu'un auteur est capable de continuer de faire vivre une licence qui a bien fonctionné, mais en nous proposant quelque chose de nouveau. Vous savez, le petit twist de gameplay dont je vous rabâche les oreilles depuis plusieurs semaines, et notamment depuis SN. Un twist de gameplay qui nous permet de rejouer à beaucoup de jeux qui utilisent les mêmes mécaniques que l'on connaît, mais en ajoutant un petit truc en plus, c'est quelques ajustements qui renouvellent l'expérience de jeu pour notre plus grand bonheur. Je vois aussi ces jeux comme des versions 2.0 des originaux. Les auteurs poussent le concept de base en validant 3 objectifs: dégager ce qui fonctionne moins, améliorer ce qui marche et innover sur une mécanique. En respectant ce cahier des charges, il propose un nouveau jeu, souvent plus accessible au grand public, et il faut bien reconnaître que c'est cool de pouvoir jouer une version édulcorée de ces gros jeux experts.
S'ouvrir au monde sans rester entre gros joueurs experts geeks, car comme on a dit la semaine dernière, plus on est de fous, plus on rit, et que vous sortiez de votre ludothèque un gros Terraforming Mars, un complice Skull King, un nerveux Viva Katrina ou un divertissant Clank, le plus important n'est jamais le jeu auquel vous jouez, mais bien les personnes avec qui vous jouez. J'ai un peu l'impression, alors dis-moi si je me trompe, que c'est un peu la version architecte de Ark Nova, comme Sun Wonders et Sun Wonders Architect. Ouais, alors que oui, c'est exactement ça. Mais c'est juste que on n'est quand même pas sur le même niveau qu'Architect, d'accord. Oui. Architect, ça peut se jouer avec tout le monde. Là, Sanctuary, pardon, on doit, je l'ai dit en français, Sanctuary, on doit quand même jouer avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer parce qu'il y a déjà des mécaniques de base. Je disais tout à l'heure qu'on a joué en 50 minutes, mais Laura, elle joue à plein de jeux de société. Donc ça va très vite dans les mécaniques, elle a l'habitude de ça. On aurait joué très vite aussi avec vous parce que vous avez l'habitude de jouer. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer aux jeux de société, il faut quand même lui expliquer les règles avant et ça peut un peu freiner au départ. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup quand on a déjà Ark Nova de passer à Carrément. Mais alors, autre question, du coup, est-ce que ça vaut le coup d'avoir encore les deux pour jouer aux deux ? Parce que, en effet, quand on préfère Sanctuary, ça je peux l'entendre. Mais est-ce que ça vaut le coup de continuer de jouer à Ark Nova ? Alors, en fait, on a acheté Ark Nova avant d'avoir Sanctuary. Si vous achetez Sanctuary, je pense que dans la notice du jeu, ils expliquent si vous avez aimé Sanctuary, allez maintenant vers notre jeu qui s'appelle Ark Nova. Ouais, parce qu'il est vendu plus cher. Oui, il est vendu plus cher. Et puis, je pense aussi qu'eux, ils y voient comme une porte d'entrée en fait, aux gros jeux experts. Je pense que les gens qui ont aimé Sanctuary, ils vont moins aimer Ark Nova parce que du coup il y a beaucoup trop de choses et il y a toutes ces petites choses dont je parlais qui sont un petit peu futiles, un petit peu inutiles finalement pour en faire un bon jeu. Et on est parti, comme on a dit tout à l'heure, pour 3 heures. Quoi. C'est vrai nous, on accepte de passer 3 heures parce qu'on s'apprécie, parce qu'on prend la boisson de notre choix, les bonbons de notre choix. C'est parce que, comme tu le dis, le plus important n'est pas le jeu auquel on joue. Voilà. Mais par contre, quelqu'un qui n'aime pas jouer aux jeux de société, qui est parti pour 3 heures de partie, même avec ses potes, c'est un peu long. Ouais, je pense que la plus-value, elle est vraiment Ark Nova vers Sanctuary et moins dans l'autre sens. Donc voilà. Et en fait, un truc tout simple, Scythe, j'adore ce jeu. J'y joue encore un peu en ligne. Mais par contre, celui que j'ai envie de sortir, c'est Expédition. Voilà. Expédition est mieux, on est d'accord. C'est aussi simple. Et il n'est pas plus court, beaucoup plus court. Mais c'est pareil, Terraforming Mars, je n'y joue plus qu'en ligne parce que tout est déjà installé et que ça va vite. Sinon, quand je sors le jeu, c'est Dice. En fait. C'est comme Clank. Clank, on préfère jouer à Catacombe qu'à Clank. Et oui, parce normal. que ça va encore plus vite. Et en fait, je pense que quand on fait ces versions-là, les auteurs, je ne sais pas si c'est l'objectif des auteurs vraiment, mais en tout cas, les auteurs enlèvent ce qui ne marche pas, améliorent. C'est une version 2.0, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, du coup, la dernière version qui sort est toujours un peu mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tu conseilles quand même Sanctuary. Il peut aller sous le sapin, vous pouvez le commander au Père Noël, il va arriver. T'as un ordre d'idée de prix Oui, je l'ai dit, Damien, c'est comme depuis le début de l'émission. 45 €. 45 €, ouais, j'avoue, ça va pour un petit cadeau comme ça, faire un ludiste. Entre le jeu de base, la version 1.0, où on est plutôt dans l'ordre de 70, voire entre 70 et 90, c'est ça. Et là, on est à 45, la plus-value, elle est aussi financière. Tout à fait. C'est clair. Merci en tout cas, Baptiste, pour cette review du jeu Sanctuary. L'antre du geek sur Happiness. On est toujours ensemble dans l'Antre du Geek et ce samedi 29 et dimanche 30 octobre à la salle des fêtes d'Abbeville est organisé le FestiRêve TCG, le lieu de rencontre incontournable pour tous les fans de TCG du nord de la France. Au programme tournois, zone d'échange et de vente, de collection. Autant vous dire que mon banquier, lui, est déjà en PLS. Et pour nous en parler, nous recevons Mathieu, gérant de la boutique MaxiRêve, qui organise cet événement. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir à toute l'équipe. J'espère que tout le monde va bien et merci de m'inviter aujourd'hui sur Happiness pour parler du FestiRêve. Alors cela fait maintenant 3 ans, si j'ai bien compris, que vous organisez cet événement. D'où est venue l'idée en fait d'un tel événement ? En fait, on a voulu, depuis de nombreuses années, organiser vraiment un rendez-vous annuel et toujours la même date autour du TCG. Donc, parce que c'est forcément une part importante de notre activité boutique, en plus du Wargame. Et on faisait déjà ça pour le Wargame. Donc, on voulait absolument avoir un rendez-vous sur Abbeville pendant tout un week-end pour justement jouer, découvrir et aussi, pourquoi pas, acheter des jeux de cartes à collectionner. Alors justement, vous parliez de jouer de tournois. J'imagine que, outre les tournois, il n'y aura pas que ça non plus à faire ce week-end.
Non, bien sûr que non. Il y aura bien sûr des tournois qui seront organisés pour que les joueurs puissent se réunir. C'est avant tout un lieu de rencontre. Mais il y aura aussi beaucoup de démonstrations. Donc tout au long du week-end, principalement les matins. Et puis bien sûr aussi la découverte de notre nouvelle section qui est les cartes à l'unité, principalement sur Pokémon. Donc on pourra découvrir plein de cartes mises à disposition, des blocs X, des cartes gradées, etc. Alors justement, vous parliez également aussi de tournois. Quels seront les TCG sur lesquels on va pouvoir se combattre entre joueurs ? Alors tous les TCG, on va dire du moment, donc on a vraiment un planning chargé sur tout le week-end. Ça va aller de l'Organa à Yu-Gi-Oh, à forcément Pokémon, mais aussi One Piece, Riftbound, Star Wars, un Duel Commander Magic et puis Altered. Et du coup, est-ce qu'il faut être forcément fan de TCG pour venir ici au Festival ? Non, parce que c'est vraiment l'occasion de découvrir un secteur qu'on ne connaît pas forcément. Si on a envie de découvrir avec ses enfants ou découvrir entre amis un TCG, soit qu'on a entendu parler, soit on a envie de redécouvrir avec ses enfants, notamment pour Magic, un TCG qu'on a connu étant jeune, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion de venir nous voir et puis de partager un moment avec nous. Alors, comme on disait en début d'interview, ça fait du coup 3 ans que le FestiRêve existe. Comment est-ce que ça a évolué ? Parce que j'imagine qu'entre la première édition et celle de cette année, il y a quand même une différence. Oui, il y a une grosse différence, surtout en nombre de TCG proposés, puisque on n'est pas sans savoir que ces 2 dernières années ont été très riches en sorties dans l'univers du TCG, avec notamment l'arrivée de monuments comme One Piece, de nouveaux jeux récemment comme Riftbound, qui sont venus rabattre un peu les cartes, mais on peut aussi parler d'Altered et de Star Wars Unlimited. Donc forcément, j'ai envie de dire que désormais dans l'univers du TCG, tout le monde y trouve son compte, que ce soit les anciennes ou les nouvelles générations. Moi, par exemple, j'étais plutôt étranger à l'univers de One Piece, et c'est vrai que c'est un univers que j'apprécie découvrir par l'intermédiaire des cartes. Et puis donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment dans l'univers, dans les différents univers, qui touchent tous les âges, qui vont toucher toutes les sensibilités. Donc c'est vraiment très riche et très intéressant. Et du coup, justement, vous parliez de tous ces nouveaux TCG qui viennent d'arriver. En tant que spécialiste et que professionnel de ce milieu-là, est-ce qu'il n'y a pas trop de TCG en ce moment ? C'est souvent une question qu'on se pose et je pense que dans les années à venir, il y aura certains TCG qui vont disparaître. On sait que Altered se porte un petit peu moins bien depuis qu'il est plus distribué par Asmodée. Je pense que Star Wars en ce moment a besoin d'un petit peu de renouveau, mais la rotation va beaucoup aider. Mais on ne voit pas de phénomène comme j'avais pu avoir peur il y a quelques temps de bascule d'un TCG à un autre. J'ai vraiment vu une nouvelle clientèle arriver dans le TCG par l'Organa, comme j'ai pu voir une nouvelle clientèle arriver dans le TCG par One Piece. Mais j'imagine quand même que c'est aussi parce qu'un TCG, ça reste un investissement quand même très important d'un point de vue financier. Oui, tout à fait, c'est un investissement important, c'est pour ça que très rares sont ceux qui sont multi-TCG. Généralement, quand on est fan d'une licence, on y reste, surtout pour des questions aussi de collectionnite. Forcément, on a tous envie d'avoir les belles cartes de l'édition, et c'est très difficile de pouvoir collectionner plusieurs TCG. Mais en règle générale, il y a toujours plusieurs façons de voir le jeu de cartes à collectionner. Il y a la partie collection qui doit être indispensable. Forcément, la valeur d'une carte fait aussi la valeur de l'intérêt de la collectionner, de la jouer. Et puis après, il va y avoir aussi l'aspect ludique. Il y a des gens qui vont aimer participer, par exemple, aux avant-premières ou à des tournois momentanés avec des decks un peu moins puissants, des decks un peu moins travaillés, mais simplement pour le bonheur de pouvoir taper le carton, comme on dit. Et puis après, il y a aussi ceux qui découvrent toute cette génération qui est un peu comme moi, 45 ans, et qui va vouloir faire découvrir Magic à ses enfants, faire découvrir Pokémon, qui est un jeu aussi qui est partie des très anciens TCG, justement, et redécouvrir une autre façon de jouer en dehors du compétitif, quoi. Et pour nos auditeurs qui soient joueurs déjà ou non, comment ça se passe un tournoi ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour venir faire un tournoi ? Tout
simplement, il va falloir dans un premier temps s'inscrire, donc soit par l'intermédiaire de notre page Facebook, soit sur les logiciels qui sont dédiés. Donc il y en a des multiples en fonction de chaque TCG. Chaque TCG a son moteur d'inscription entre guillemets et son logiciel de déroulement des parties. On vient avec son deck tout simplement. Nous on sera là pour bien sûr encadrer tout le monde et puis pour permettre de s'inscrire au tournoi. Et puis après, en fonction du nombre de joueurs, on va réaliser 3 ou 4 parties ou 5 parties dans l'après-midi. Ce qui est important de noter, c'est que l'intégralité de la PAF, c'est-à-dire des frais d'inscription, est retranscrit en lot. C'est une règle qu'on s'inflige toujours, que ce soit pendant le festival ou pendant nos tournois en boutique. Donc on est d'accord qu'on peut très bien s'inscrire sur place, pas forcément besoin de le faire en amont. Exactement, on peut s'inscrire sur place. Il n'y a qu'une petite réserve qui est un petit peu compliquée, c'est pour Pokémon, qui oblige de s'inscrire au préalable sur la plateforme Club Dresseur Pokémon pour avoir un identifiant qui permet de participer au tournoi. Mais sinon, à part ça, on peut bien sûr inscrire les gens sur place très facilement, quelques minutes avant l'événement. Alors j'ai vu également sur le programme que ça parle également de cartes gradées. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent rien en l'univers du TCG, c'est quoi une carte gradée ? Alors tout simplement, une carte gradée, grader une carte, ça permet 2 choses. Ça permet, donc il y a plusieurs bien sûr centres de gradation en France et à l'étranger. On va entendre parler de PCA, de PSA, et en fait ça permet tout simplement de figer une carte dans le temps, de la noter. Donc ce sont forcément des organismes indépendants qui vont noter la carte et lui donner une note, qui vont aussi l'enregistrer à l'échelle nationale ou mondiale, et qui vont la sceller définitivement dans un boîtier qui permet de la protéger contre les UV, de la protéger contre tous les chocs, toutes les altérations du temps, et de vraiment avoir une carte qui va rester pendant très longtemps dans un état impeccable. Et la notation permet de donner une valeur supplémentaire à la carte. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel forcément tous les collectionneurs connaissent un petit peu la gradation, surtout dans les univers de Pokémon principalement et de One Piece, puisque par exemple d'autres TCG comme Magic par exemple, très peu de cartes sont gradées puisque la plupart des cartes restent jouables. Donc voilà un petit peu le système. Et donc tout simplement on envoie les cartes, nous on les envoie, on a choisi de les rester en France et de les envoyer à Paris. Et toutes ces cartes donc mettent à peu près 2 mois à être gradées, et quand elles reviennent, donc elles ont une note définitive, ce qui permet de figer sa cote à la fois au moment T et dans le temps, quoi. Et c'est dur d'avoir une... Alors je sais que les notes généralement c'est sur 10, c'est ça ? C'est ça, les notes sont sur 10. Alors de plus en plus, et on peut peut-être le regretter, mais dans un sens c'est la règle, avant les notations se faisaient vraiment à l'œil de l'examinateur. Il y avait des gens qui étaient passionnés, qui étaient spécialistes, qui étaient là pour noter les cartes en fonction justement de leur cadrage, en fonction de leur ancienneté et de leur état. Et maintenant, de plus en plus, on commence à avoir une automatisation du processus, ce qui fait que forcément toutes les petites erreurs qui pouvaient éventuellement passer au travers d'un œil expert ne passent plus au travers de la machine. Donc on rappelle, à la salle des fêtes d'Abbeville ce samedi et dimanche. C'est ça. La 3e édition du Festival TCG. Et déjà préparez vos decks, car clairement ça va taper sévère. Il y a d'ailleurs, on va être honnête, de très fortes chances que vous puissiez croiser certains membres de l'Entre du Geek sur le tournoi Star Wars. Je dis ça, je dis rien, mais bon, en option, moi j'ai un petit deck Vador Pilote, attendez-vous à prendre cher. Ah là là, mon deck préféré, Vador Pilote, c'est vraiment un deck très compétitif. Oui, Star Wars Unlimited, on a des bons participants aussi, des joueurs locaux qui font des tournois nationaux et internationaux. Et oui, vraiment c'est un jeu qui est très intéressant, qui va avoir une rotation qui va lui faire du bien aussi, puisqu'on va devoir refaire des decks. Maintenant on va plus pouvoir sortir nos précieux Luke et decks Sabine et autres, mais en tout cas oui, n'hésitez pas surtout à venir découvrir, que ça soit entre amis, avec vos enfants. On aura des decks bien sûr de démonstration, on aura aussi des decks de démonstration qui sont offerts par les éditeurs, qu'on pourra vous offrir pour que vous puissiez poursuivre un petit peu l'aventure à la maison. Autant dire que ça va être un week-end très très chargé. Merci Mathieu en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous et à toute l'équipe et aux auditeurs. Au revoir. L'Antre du Geek sur Happiness.
Sur Happiness, c'est Noël avant l'heure. En ce moment, on vous gâte avec de magnifiques jeux concours sur nos réseaux sociaux. À gagner une carte cadeau de 100 € pour profiter d'un moment incroyable au Manoir Fleuri sur la Côte d'Opale. Mais ce n'est pas tout puisque la Comédie d'Amiens vous attend aussi avec des spectacles à ne pas manquer. On vous offre vos places pour du Rififi à la morgue et dès demain vos invitations pour les Imitateurs, l'un des spectacles qui cartonne actuellement à Paris et qui débarque ce samedi à Amiens. Tout se passe sur Facebook et Instagram, Happiness Amiens et Happiness Oise. Les modalités sont en ligne. Bonne chance à tous. L'entre du geek sur Happiness. Il est temps maintenant de passer au moment préféré de Baptiste qui traite d'impatience. Les questions déconnectées. Donc je rappelle le principe, je vais vous poser une question, vous avez le droit de me demander des indices, mais je ne peux répondre que par oui ou par non. Oui, c'est Baptiste. du rififi à la morgue, la question. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est bien tenté, mais non. Première question, qu'est-ce qui s'est passé le 4 septembre 1998 ? Voilà. Ah, vous y attendiez pas à celle-là. Le 4 septembre 1998. C'était la récupération physique de l'équipe de France de football. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Je dirais 4 septembre 1998, la premier épisode de la série Stargate. Non. Est-ce que c'est un lien avec Stargate ? Non, ça n'a pas de lien avec Stargate. Est-ce que c'est un lien avec quelque chose qui a été énoncé ce soir ? Non. Ça n'a pas de lien. Alors bon, les cinémas. Non. Comics. Non. Manga. Non. Power Rangers. Non plus. Est-ce que jeux de société ? Non. Jeux vidéo ? Non. TCG. Non. Édition, enfin livre. Non. PC, gaming ? Pas gaming. Donc PC. PC. Le 4 septembre 1998 ? Exactement. Est-ce que ça serait pas l'utilisation de Linux pour la première fois ? Non. Oh non, Linux c'est plus ancien. Linux c'est plus ancien. Le système d'exploitation les plus anciens ? Je pense. Je sais pas, j'ai pas regardé. D'accord. Est-ce que c'est un système d'exploitation ? Non. Est-ce que... C'est l'apparition du truc à Well, ouais. Comme ça. Du modem ? Non. Ça se tentait. Est-ce que c'est un logiciel ? Non. Est-ce que c'est une application ? Non plus. Est-ce que c'est du hardware du coup alors ? Non. Est-ce que c'est du software ? C'est du software. Et bah logiciel du coup software. Mais non, c'est pas un logiciel. C'est Microsoft. Non. La base virale VPS a été mise à jour, c'est eux ? Non, non, c'est pas Avast. Parce qu'on l'a tous eu ça, on est d'accord sur les ordinateurs à un moment. Mais est-ce que non, c'est pas un antivirus ? Non. Mais ça se rapproche. Ah, c'est Adblock. Non. Non, c'est un truc pour faire des recherches. Ça, on utilise. Alors, il y a plusieurs produits. Mais qu'est-ce que j'utilisais là Encarta. Non. Mozilla. Non. Vous étiez proche, quand vous parliez de recherche, c'est très proche. Mais du coup, c'est Google. Exactement, c'est la création de Google. C'est la création de Google en 98. Je crois que c'était plus vieux que ça, moi. Non. Et un but. Bien joué, Sabrina. C'est une honte. La création de l'entreprise Google par Sergey Brin et Larry Page, qui crée l'entreprise Google Inc. le 4 septembre 1998. Ah ouais, comme quoi. D'ailleurs, tiens, on reste dans la cybersécurité et tout ça. Qu'est-ce qu'utilise Cloudflare pour gérer sa cybersécurité ? Qui ça ? Cloudflare. C'est le prénom Cloud ou c'est Cloud, le nuage ? Cloudflare. Ah d'accord, moi je pensais que c'était Claude avec son flair. Qui est un hébergeur extrêmement connu, extrêmement utilisé. Un VPN ? Oui, non mais... attends, répète la question, parce que je suis un peu... Cloudflare utilise quelque chose pour crypter ses données. Qu'est-ce qu'ils utilisent ? Un code ? Non. Ouais, mais qu'est-ce qui génère ce code ? Parce qu'en fait, il faut savoir que normalement, lorsqu'on utilise un ordinateur et qu'on a la fonction aléatoire, en fait, c'est un enchaînement d'opérations qui, à force, on pourrait réussir à craquer ce code parce que c'est pas si aléatoire que ça. Là, eux, ils utilisent quelque chose qui permet de simuler l'aléatoire et de manière parfaitement aléatoire. Tu veux qu'on ait la clé de décryptage ? Tu nous demandes ? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire la clé de cryptage ? D'accord. Des numéros et des chiffres ? Non, ils n'utilisent pas ça. Du code Morse ? Non. Le numéro du loto ? Non, ça va donner après des numéros, mais ils utilisent quelque chose de physique pour pouvoir... Un clavier ? Non plus. La machine Ligma ? Non. Un Minitel ? Minitel, non. Non. En fait, on cherche l'objet qui leur sert à faire ça ? On cherche l'objet qui leur sert à simuler les bebop ? Non. On est dans les années 80, 90 C'est pas électronique. Un piano ? Des dés ? Non plus. Pas des dés ? C'est pas un instrument de musique ? C'est quelque chose de quotidien ? Alors quotidien qui pouvait être quotidien il y a quelques années, mais juste de décoration, quoi. Moi, je sais que j'en avais un dans ma chambre, un ou une dans ma chambre d'ailleurs.
quand j'étais ado. Et j'adorais ça. Faut t'arrêter là. Parce que moi, mon imagination est partie dans des choses qu'on ne peut pas nommer. Non. Donc c'est un objet que nos auditeurs peuvent avoir une chez Game eux. Boy. Non, c'est pas une Game Boy. Et en effet, on peut avoir ça à la maison. Moi, je sais que cet objet-là que j'avais, moi, tu l'as chez toi ? Non, je ne l'ai plus. Ah. Je ne l'ai plus. Je l'ai jeté il y a de cela, je sais pas si c'est... Il y a peut-être plus de 10 ans. Ah, mais ça m'intéresse pas. Je ne connaissais pas tes objets il y a plus de 10 ans. Alors que maintenant, entre-temps, tu les connais. Du coup... Un Tamagotchi. Du coup, cet objet, il provoque de l'aléatoire, du coup, oui, on est d'accord. Cet objet provoque de l'aléatoire. Ah, tu sais, la boule, là. La boule à neige. La boule avec les numéros, là. La boule 8. La boule 8 comme dans Toy Story. Non. Est-ce que c'est une boule ? Non, c'est pas une boule. C'est un jouet ? C'est pas un jouet. C'est lié à la pop culture. Il y a plus de 10 ans, t'aurais eu un objet que tout le monde a du quotidien qui n'est pas un jouet, toi ? Oui. Alors, il y a la pop culture, en fait, on l'a vu dans plein de trucs de pop culture. C'est pas de la pop culture en elle-même, mais ça en fait partie, quoi, clairement. Une télécommande ? Non. Non, c'est pas électronique. C'est pas électronique. Hein, ça utilise l'électricité, mais c'est pas électronique. Mais là... c'est un réveil ? Non. Est-ce que c'est plus habituel dans une cuisine, par exemple ? Non. Non, la chambre, il a dit. Dans une chambre. Toi, tu l'avais dans ta chambre, mais dans ma chambre, mais genre parce le commun des mortels, ils l'ont dans le salon, par exemple. Ça peut être dans le salon, ça peut être dans un bureau. Non, c'est pas électronique. Ah oui, c'était pas électronique, pardon, excuse-moi. Une manette. C'est quoi, tu comprends pas dans l'électronique ? Bah, je sais pas. C'est électro. Ça simule le hasard. Ah ouais, c'est totalement hasardeux, hein, clairement. C'est un Rubik's Cube ? Non, c'est pas un Rubik's Cube. C'est. Je peux même. Mais non, parce que tu le branches. Les boules qui s'entrechoquent là ? Non. Mais c'est un truc que tu branches, t'as dit ? C'est un truc que tu branches. Ah, tu branches. Du coup, les boules qui s'entrechoquent. Ça ne se branche pas, non. Je peux même vous dire qu'il y en a tout un mur, en fait. Ils utilisent tout un mur de cet objet-là pour pouvoir. Des horloges ? Non. Bah non, les horloges, c'est pas aléatoire. Des coucous ? Non, c'est pas aléatoire. Bah, j'en sais rien. Depuis tout à l'heure, tu nous dis des trucs. Bah, si c'est déréglé, c'est aléatoire après. Non, mais là, ça n'allait pas. Non, clairement. C'est un truc qui crée de l'aléatoire. Ah, totalement. C'est totalement aléatoire. C'est pas que ça crée... C'est que son fonctionnement est totalement aléatoire. Oh, mais je vois pas. Moi, franchement, Mais c'est une bonne question parce que du coup on galère. Mais je donne, mais déjà je connaissais pas Monsieur Claude Père, alors Flair. Donc c'est ce qu'ils utilisent pour crypter du coup. Ils l'utilisent encore du coup, mais ils l'utilisent du coup encore en physique ou ils l'ont simulé Non, ils l'utilisent en physique. Il y a une caméra qui filme ces objets. Ils demandent même aussi aux gens de passer devant histoire de simuler encore plus aléatoire et de faire une n'importe sonnette. Quoi. C'est de passer devant ce mur d'objets qui comporte ces objets de manière très poussée. Voilà. Des miroirs ? Non, c'est pas des miroirs. Mais en quoi c'est aléatoire ? C'est que ça pourrait renvoyer la lumière différemment. Et en quoi c'est branché ? Ah oui, c'est branché. Ah mais c'est une avec ton truc, t'as dit pas électronique, mais c'est branché. Donc déjà. Un truc de détection de bip bip. Non. Les lampes ? Alors c'est des lampes. Torches. Pas n'importe lesquelles. Qui font des trucs aléatoires. Qui font des petites boules aléatoires. Des guirlandes lumineuses ? Non. Des lampes qui chauffent et qui font... des lampes à LED ? Non. Bah non, les lampes à LED, ça chauffe. Les lampes fusées, là ? Les lampes à... fusée, là, la fusion, là. Comment on appelle ça ? Mais non, mais t'as vu les lampes des années 70. Ah, mais si t'en avais un à la maison, là. Avec la bulle au milieu. C'est en effet des lampes à magma. Des lampes à magma comme ça. Mais en quoi c'est aléatoire ? Si tu regarderas, c'est très aléatoire. En fait, la fusion des trucs fait que ça crée des boules de différentes tailles, de différentes formes, etc. Et c'est très très aléatoire. Je suis déçu par ces questions déconnectées. Voilà. Donc, c'était les lampes à magma utilisées par Claude Flair pour simuler l'aléatoire et donc crypter toutes leurs données. Tu l'avais encore il y a moins de 10 ans. Exactement. Il est maintenant 20h passé de 58 minutes et il va être temps pour nous de rendre l'antenne sur cette défaite cuisante de Baptiste qui a perdu 2-0 face à Sabrina. J'ai perdu au tir au but là, vu le niveau de Sabrina, franchement. Franchement, moi j'ai honte d'avoir trouvé des trucs comme ça. Hein. Non, mais tu les as trouvés. Non mais c'est franchement au pif. Hein. Ouais, mais tu les as trouvés. Donc, j'arrive pas à piger. C'est avec le flair que je l'ai eu. On reste ensemble sur Happiness avec Greg et son Pelliclab qui reviendra sur toute l'actualité du grand écran. Oui, Baptiste ? Oui, il faut les préciser parce qu'on me l'a demandé. Laura m'a battu à Sanctuary aussi, donc c'est 2 défaites aujourd'hui pour moi. C'est difficile. Mon Dieu. Oh, j'ai des mouchoirs. Voilà, le pauvre. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec toute l'actu geek.
On aura aussi Rodrigue, normalement, qui devrait être parmi nous et qui nous parlera de comics. On aura normalement peut-être Benoît, on aura Mika, on aura peut-être Horta. En attendant, on souhaite à tous une bonne semaine, amusez-vous bien. Ciao. Ciao à tous. Bonsoir. Tous les mercredis, de 19h à 21h, c'est l'Entre-deux Geeks sur Happiness.